On va parler de l'étude de la démographie et du budget prévisionnel. On va faire un aperçu assez global, je pense, tant sur la partie installation et démographie, donc sur les critères à prendre en compte, comment choisir déjà une localisation en termes de ville et ensuite sur la partie locale. Et puis ensuite, on parlera un peu de tous les outils qui existent à ce sujet-là. Et évidemment, la dernière question, ça sera: est-ce que ce projet-là est viable? Et donc, on va voir tout ça ensemble ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc on est tous les 2 créateurs d'un site qui s'appelle ostéopathe.pro. Vous me connaissez sûrement pour la carte démographique. Donc moi je suis ostéopathe, diplômé en 2012 du SIDO et puis après je suis allé faire une école d'informatique un peu folle où il y a pas de prof, à Paris et depuis du coup je fais de l'informatique et de l'ostéo et Conrad est là aussi ce soir. Ouais, salut à tous. Et moi, je m'appelle du coup Conrad. Je suis aussi ostéopathe. Je suis diplômé du SIDO depuis 2013. Et actuellement, j'ai mon cabinet à Castres depuis 2017, il me semble. Voilà. Et je suis également développeur chez ostéopathe.pro. Donc la première grande question qu'on va poser ce soir, c'est comment trouver un lieu d'installation? Et donc pour ça, on a un peu une sorte de méthode, qu'on va vous détailler tout de suite. Alors, je pense que ce qui est important au début, avant de chercher des endroits, c'est de clarifier son projet. C'est-à-dire de se dire, d'avoir un objectif, on va dire, de recherche. Et donc pour ça, je pense qu'il est intéressant de prendre une feuille de papier, un Excel ou un Google Doc et de noter un peu ses préférences. C'est-à-dire, dans quel endroit je me projette, comment, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à côté. Hem et donc, soit vous pouvez mettre, ce que vous souhaitez, soit vous pouvez mettre ce que vous ne souhaitez pas. Souvent, on a plus de facilité pour l'un ou pour l'autre. Moi, par exemple, j'ai eu plus de facilité au premier cabinet de dire ce que je ne voulais pas et pour le deuxième cabinet, j'ai plus de facilité à dire ce que je voulais parce que j'avais les idées un peu plus claires. Si je prends mon exemple, ben, moi, je voulais être dans une ville. Je voulais que ce soit quand même une ville avec plusieurs centres d'intérêt. Donc, je voulais que ce soit une ville de plus de 25 000 habitants. Je voulais être seul dans le cabinet parce que j'ai eu des mauvaises expériences en multipraticien, donc je voulais être seul. Je voulais un grand cabinet. Je trouvais que 15 mètres carrés, c'était pas assez grand pour moi. Et s'il y avait un bonus, j'aime bien faire du water polo, donc s'il y avait un club pas loin, c'était super. Voilà. Et après, vous pouvez par contre mettre des trucs négatifs. Donc, j'aime pas la montagne. Alors ça, c'est des exemples, hein, j'adore la montagne, hein. Mais j'aime pas la montagne, je veux pas être dans une ville touristique, etc. Donc ça, c'est les préférences. Ensuite, intéressant, de prendre en compte les avantages qu'on peut avoir à s'installer à certains endroits. Les avantages, ça peut être des bonus, on va dire, qu'on a avant même de commencer. C'est-à-dire, par exemple, on est implanté quelque part et on est très connu dans une région. Donc ça, déjà, c'est souvent un assez bon avantage si on veut s'installer pour lancer un cabinet. Après, on peut choisir de repartir de zéro, mais voilà, on n'aura pas on va volontairement faire le choix d'abandonner cet avantage-là. Évidemment, il y a des gens, des fois, qui ont accès à des locaux gratuitement et puis après, ça peut être, en fonction de votre apport financier, si vous en avez un ou pas et si vous avez d'autres métiers qui peuvent, des fois se complémentariser avec l'ostéopathie ou pas. Donc ça aussi, c'est intéressant de les lister pour voir si ça peut orienter votre choix de localisation. Et ensuite, vous pouvez avoir des contraintes. Alors ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment bloquantes, d'où le terme de contrainte. Vous pouvez pas faire sans ce truc-là. Donc là, on peut prendre un exemple qui est, je sais pas, votre partenaire ne peut trouver du travail qu'à Paris. Disons qu'il travaille dans quelque chose de culturel, artistique, il n'y a que à Paris que ça peut se passer. Ou alors peut-être dans une autre grande ville. Mais du coup, forcément, vu que vous voulez quand même que votre partenaire puisse travailler dans les choses qu'il aime, ben, vous allez quand même au début chercher vers Paris. Donc voilà, ça c'est une grosse contrainte parce que même si vous aimez la montagne, c'est à Paris que vous allez chercher. Autre contrainte, autre exemple en tout cas des contraintes, ça va être le budget. Si vous avez un budget d'installation qui est serré, chercher dans une grande ville où les loyers sont parfois exorbitants, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Vaut mieux peut-être partir plutôt vers la campagne, on va dire les moyennes villes qui sont beaucoup plus accessibles qu'une très grande ville. Là, ce sont juste des exemples de contraintes. Chacun peut avoir les siennes. Récemment, on m'avait dit, par exemple, peut-être que la personne est là d'ailleurs ce soir, doit être absolument au niveau d'une frontière. La frontière, par exemple, avec la Suisse ou la frontière avec l'Espagne, peu importe. Donc ça, c'est des contraintes auxquelles on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet du budget, on va dire qu'il peut être des fois un peu serré, on aura des fois, enfin, on aura des astuces tout à l'heure dans la partie localisation.
Et donc, ces 2 choses-là, enfin tous ces critères-là, on va les classer en 2 catégories. Il y a les catégories macro, donc c'est vraiment sur la localisation en tant que telle, c'est-à-dire, région, puis département, puis, commune ou ville. Et la partie micro, c'est vraiment sur une fois que j'ai identifié un quartier, une ville ou un quartier, sur la partie locale, c'est-à-dire, vraiment les critères du local. Donc on va faire ça en 2 phases. D'abord sur la partie macro et ensuite la partie micro, donc le local. Donc sur la partie macro, on va commencer par ça. Là, on va vous montrer en fait plein d'outils qui sont un peu pêle-mêle sur, tout ce que vous pouvez utiliser pour justement faire votre choix ou définir une zone plus particulièrement. Et on va commencer par un outil qui s'appelle Travel Time, qui vous permet en fait de mesurer des distances en fonction d'un endroit. Donc là, par exemple, on a pris le centre d'Orléans. Si par exemple, justement, dans vos contraintes, vous avez, quelqu'un qui doit bosser dans une ville en particulier ou à un endroit particulier, vous pouvez dire: «Je souhaite être à telle distance, enfin en tel temps, avec tel moyen de transport». Donc par exemple, si c'est autour de Paris, vous pouvez dire, «Je souhaite être autour de Paris, à 1 heure maximum». Déjà 1 heure de transport, c'est pas mal, en transport en commun. Et donc on peut voir que ça va vous montrer pas mal de zones différentes. Certaines, des fois, auxquelles on va pas forcément penser. Il y a des villes, des fois, qui sont pas mal plus loin, mais qui permettent d'être quand même à une certaine, durée d'un endroit. Moi, par exemple, je suis pas loin de Meaux, donc il faut mettre l'horaire parce que là, ce soir, il y a plus de train. Mais si je mets 12 heures, donc à midi, Meaux va être, par exemple, à 1 heure de Paris parce qu'en fait, il y a des trains qui font la liaison, en 20 minutes. Donc c'est une carte qui est super utile, parce que ça vous permet, voilà, de déterminer un peu les zones où vous pouvez potentiellement vous installer, y compris certaines auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé en faisant un simple diamètre, quoi. Hop. Il y a d'autres encore, d'autres cartes par la suite qui vont pouvoir parler des contraintes, notamment les contraintes de population. Donc là, Clément a montré Travel Time. Ici, là, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est les cartes de l'INSEE, qui ont énormément de paramètres. Donc ça, je vous invite à regarder sur le site de l'INSEE, vous tapez cartographie INSEE, vous tomberez assez vite dessus. Ici, on a choisi quelques paramètres qui nous semblaient pertinents. Et donc là, par exemple, c'est les flux principaux lieu de travail, donc domicile lieu de travail. Alors pourquoi on regarde ça? Parce que c'est, je pense, assez important de savoir comment fonctionne la zone, comment fonctionne l'endroit que vous regardez. Donc forcément, ça implique quand même d'avoir déjà un territoire plus restreint à regarder. On ne va pas regarder toute la France. Là, on regarde plutôt un département, une sous-préfecture ou quelque chose comme ça. Là, par exemple, on peut se rendre compte que Orléans, c'est une grande ville et on voit que ça draine quand même pas mal de population. Mais on peut remarquer quand même, par exemple, si Clément va un tout petit peu à droite, il y a quelques villes, alors je sais pas comment on prononce, je trouve que ça doit être Je pense Gien, que c'est Gien. Gien ou Gien, ouais, Gien, je pense. Gien. Il y a Gien ici qui semble également drainer, avoir un peu d'attractivité sur ce département-là, et ça peut être intéressant. Ça va beaucoup nous intéresser par la suite dans le choix du local ou avoir un peu plus de précision pour la suite parce que, c'est important aussi de voir que les patients peuvent venir en fonction de là où ils travaillent. Donc si vous êtes dans une petite ville, par exemple, il y a une petite ville en haut, au nord d'Orléans qui semble drainer des populations, ça peut être intéressant de venir ici. Parce que enfin, ça je dis ça comme ça, hein, mais parce qu'il y a quand même c'est attractif au niveau de l'emploi. Donc potentiellement, il y a des gens qui viennent travailler à midi, ils ont une douleur au dos, ils vont se dire: «Bah tiens, l'ostéopathe, il est à côté de mon lieu de travail, je vais aller le voir». Voilà, donc en fait, ça gonfle un peu la population au final. Et on a une autre, carte qui est un peu la même, mais qui permet de voir en fait les nombres. C'est-à-dire, pour voir là, on peut voir les flux domicile-travail. On voit par exemple qu'il y a pas mal de gens qui vont de Orléans, qui vont à Paris. Il y a par exemple 1 200 personnes, qui font le trajet d'Orléans à Paris tous les jours, potentiellement. Mais voilà, pareil, ça permet de voir en fait les flux, de personnes entre les communes, et donc potentiellement des fois il y a des villes, qui sont pas les plus intéressantes d'un point de vue strictement, en regardant juste la commune, mais en regardant dans le contexte global du territoire où elle est implantée, ça peut devenir intéressant. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Conrad? Oui, non, mais par exemple, si c'est un petit village, et vous vous dites: «Tiens, il y a 1 000 habitants dans ce village», mais que vous remarquez que en fait, il y a deux c'est dans ce 1 000 habitants, il y en a 200 ou même 400
qui en fait la journée partent dans d'autres villes pour travailler, ben, le village finalement devient un peu moins intéressant parce que, enfin, il se vide un peu la journée pour que le soir, enfin, il est vivant que le matin et le soir au final. Donc, effectivement, il y a les habitants eux-mêmes vont venir vous voir, mais bon, s'ils trouvent un ostéopathe, encore une fois, sur le travail, c'est moins intéressant. S'il y a il y a pas d'emploi dans la ville elle-même, c'est un peu moins attractif au final. Mais c'est un critère comme un autre, en fait. C'est juste pour voir un peu comment fonctionne la zone aussi. Ça ne doit pas être quelque chose de déterminant. Toutes les cartes qu'on vous montre, c'est pas quelque chose que, ah oui, là, là c'est bon, faut y aller. C'est juste des outils pour. En fait, c'est le cumul de chaque chose qui va être intéressant. Et après, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, évidemment, dans le chat, et on y répond, hein. Pas de problème pour ça. Une autre carte super intéressante sur, l'observatoire des territoires, c'est, l'aire d'attraction des villes. Ça ressemble un peu à l'aire, enfin, aux zones qu'on a vues par rapport aux zones de chalandise professionnelles, mais là, c'est un indicateur un peu plus général, qui est juste les aires d'attractivité. Donc des fois, ça peut être intéressant de regarder sur une ville principale, déjà voir un peu le ratio, habitants par ostéo et se dire: «OK, si ça draine en fait toute cette zone-là autour, potentiellement, heu, ça peut me remettre un peu en perspective le ratio qu'on peut trouver sur une ville». Tu voulais sûrement rajouter quelque chose là-dessus, Conrad? Non, pas spécialement. Ça, par exemple, cette carte, je la regarderais avant celle des déplacements. Par exemple, là, au niveau de l'ordre, on aurait pu mettre d'abord l'influence des villes, parce elle est plus en amont, ouais, on voit de plus loin, en fait. C'est ça qu'il faut voir, je pense, c'est vraiment comme un entonnoir. Il faut partir de loin au niveau des contraintes et des préférences, et tout doucement essayer de refermer de plus en plus nos critères. Ici, par exemple, ça, c'est intéressant, si dans vos critères, justement, c'est, budget serré, ça peut être très intéressant de regarder les ZRR. Alors évidemment, c'est donc ZRR, ça veut dire zone de revitalisation rurale. Donc souvent, c'est des zones, où il y a justement pas forcément grand chose, mais en échange, l'intérêt, en fait, principalement des ZRR, c'est que vous avez des exonérations d'impôts pendant 5 ans. Et ensuite, pendant la 6e année, vous avez 75 d'abattement, 7e année, 50 d'abattement, 8e année, 25 d'abattement. Donc pendant une longue période, vous avez un allégement fiscal. Le but de ça, évidemment, c'est d'inciter les gens à venir s'installer dans ces zones-là, pour essayer de redynamiser la zone. Et donc je pense que, si vous trouvez, par exemple, une commune qui a à la fois des critères en termes de population qui sont intéressants, de ratio habitants par ostéo qui sont intéressants par rapport à la zone aux alentours et qu'en plus il y a un ZRR, ça peut, vraiment faire la différence. Sachant qu'aujourd'hui, ce dispositif pour l'instant, il est prévu jusqu'au 31 décembre de cette année, donc 2023, à voir s'il sera prolongé. Mais voilà, pour un début, ça peut être quelque chose qui fait vraiment la différence, donc à ne pas négliger. Oui, et puis ça peut être aussi intéressant de regarder cette carte d'abord si vous cherchez, un territoire plutôt en campagne. Si vous voulez être dans une zone rurale, que ça vous plaît d'être en pleine campagne, bah, par exemple, le ZRR, c'est parfait parce que du coup, là, vous serez en plein dedans puisqu'ils cherchent à la revitaliser. Donc, typiquement, une carte à regarder en priorité, si vous voulez être vraiment, zone rurale, tranquille. Ensuite, une autre carte intéressante à prendre en compte, c'est, la médiane du revenu disponible. Heu, En gros, ça va être donné, c'est un peu la médiane du niveau de vie. L'idée, c'est qu'évidemment, l'ostéopathie étant payante, il y a certaines mutuelles qui vont le rembourser, mais souvent les mutuelles vont également ne pas enfin, les mutuelles qui remboursent le plus sont souvent liées aussi à des salaires un peu plus élevés. Donc ça peut vous permettre aussi de différencier plusieurs zones, ou par exemple d'estimer si une zone qui n'a pour l'instant où il y a pas d'ostéopathe, est-ce que c'est une des causes qui fait qu'il y a pas d'ostéopathe ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ça peut y contribuer. Mais voilà, ça peut vous permettre de différencier si vous avez, une liste par exemple de 3, 4 communes et vous êtes pas trop sûr, de où regarder, ça peut vous permettre justement de faire la distinction entre les 2. Oui, ça peut également vous permettre de choisir, par exemple, si on regarde encore à la périphérie d'Orléans, tiens, quelle ville a un plus gros potentiel en termes de revenus? Où est-ce que les gens ont plus facilement accès à l'ostéopathie? Alors évidemment, c'est pas du tout un critère important en soi, parce que si vous regardez, enfin, je voulais prendre l'exemple de Chartres, il me semble, où Chartres a des couleurs beaucoup plus foncées, donc il y a beaucoup plus potentiellement de revenus disponibles importants et que Orléans.
Mais à Orléans, il y a quand même ouais, je crois que ouais, tu vois, Chartres, c'est beaucoup plus rouge, hein, Oui. que Orléans, par exemple, qui est entouré de c'est un peu moins coloré, donc il y a un peu moins de revenus disponibles. Et pourtant, je suis certain qu'à Orléans, il y a des ostéopathes et qui vivent bien, quoi. Donc c'est pas ça doit pas, encore une fois, ça doit pas être un critère. C'est par exemple, si vous hésitez entre 2 villes et qu'il y en a une qui est un peu plus rouge foncé qu'une autre, peut-être faut regarder. Mais du coup aussi, ça veut dire que le loyer potentiellement va être plus cher. Donc ça, il faut prendre en compte, hein. Donc Mmh. c'est encore une fois des Ouais, informations, à prendre en compte. c'est par le cumul, en fait. C'est on rajoute toutes les cartes les unes, on va dire, par rapport aux autres, pour essayer de se rapprocher d'une zone intéressante. Et ça, je te laisse en parler puisque c'est celle que tu aimes bien, cette carte-là. Pourquoi j'aime bien? Non, non, mais moi, par exemple, bah, moi, je trouve ça important, les services, parce que ça indique quand même que la ville, elle vit un peu. Il y a de l'activité. Et moi, j'aime bien aller manger mon petit sandwich ou acheter du pain en sortant du cabinet. Et voilà, moi, je trouve ça assez important d'avoir une boulangerie. Après, c'est chacun ses critères. Mais voilà, ça veut dire aussi qu'il y a du passage. S'il y a une boulangerie, ça veut dire qu'il y a du passage et tiens, il y a une boulangerie, j'aimerais bien m'installer à côté pour profiter, on va dire, de son attractivité. Évidemment, si c'est possible. On en discutera après pour les filtres micro, mais typiquement, alors là, j'ai mis boulangerie, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre les écoles, vous pouvez mettre pharmacie, il y a plein de critères, il y a pas que boulangerie. Donc ça, c'est par contre boulangerie, il y en a plus que des pharmacies, je pense, hein, j'imagine. Donc, une boulangerie, donc par exemple au nord des Orléans, vers Pithiviers, il me semble, moi j'avais regardé un peu Pithiviers juste aujourd'hui. Et Pithiviers, par exemple, il y a des zones qui étaient. Ah, c'est un peu plus au nord, Climane, Pithiviers, il me semble. Ouais, ouais. Et Pithiviers, par exemple, il y avait une ZRR. Et par exemple, moi je regarderais si dans une ZRR, il y a pas un endroit où il y a quand même une boulangerie qui montrerait justement que l'activité est en train de revenir ou s'installe de plus en plus. Voilà. Donc, ouais, à Pithiviers. Et je regarderai. Je vais pas regarder en détail, hein, c'est vraiment un exemple. Mais c'était quand j'ai commencé à mettre les cartes les unes sur les autres, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant. Pithiviers, il y a quand même des habitants, il y a de l'attractivité au niveau emploi, il y a une zone ZRR au nord, il y a peut-être une boulangerie, etc. Donc, je regarderai un petit peu comme ça, en fait, finalement. Bon, alors là, on a dit Pithiviers, mais il faut pas tous aller à Pithiviers, hein, parce que sinon ça va être Absolument pas, on n'est pas allé, on ne sait pas à quoi ça des ressemble. problèmes inverses. Hem Et ensuite, évidemment, la carte Ostéopathe Pro, ça, c'est vraiment pour la partie ostéo. Vous avez 2 indicateurs principaux. Vous avez l'indicateur nombre d'ostéopathes par commune et vous avez l'indicateur, ratio habitants par ostéopathe. Les 2 sont intéressants. Souvent, déjà, regardez juste en nombre absolu combien d'ostéos par commune. Ça peut vous donner un peu un ordre d'idée. Pareil, on peut, prendre ce nombre d'ostéos et regarder ça par rapport aux revenus disponibles, regarder par rapport à l'attractivité de la zone, pour avoir un peu une idée de, est-ce que la zone elle est saturée ou pas? Et ensuite, par rapport aux villes ou en rural, vous pouvez utiliser donc la jauge de la distance de rayon. En fait, l'intérêt de ça, c'est que, ça vous permet de savoir la zone de chalandise de vos patients. En gros, c'est quelle distance les patients sont prêts à faire pour venir vous voir. Donc dans les grosses villes, ça va être, type Paris et Lyon, ça va être 0 km parce qu'en fait, il y a des ostéos qui sont dans tous les quartiers, donc il y a peu de chances qu'un ostéo fasse, de la grande distance pour venir vous voir, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un milieu très rural, type ZRR, vous pouvez mettre facilement, 15 ou 20 km de rayon parce que les gens sont déjà en voiture, donc ils ont l'habitude de faire de la distance. Donc faire, 1 km de plus pour venir vous voir, c'est pas un problème et donc ça vous permet, de lisser un peu les effets entre communes aussi. Par exemple, certaines communes sont très petites, d'autres sont beaucoup plus étendues. Ça vous permet de faire un peu la moyenne entre chaque, et d'avoir une image, je pense, un peu plus réaliste, de ce qui se passe sur le terrain. Donc là, pour l'instant, c'est la démographie 2022 qui est affichée, sachant qu'on travaille sur la 2023 qui devrait arriver, d'ici quelques semaines. Si tout va bien. Hem, ouais, Et là, par exemple, Clément a parlé du rayon d'action. Et je trouve que c'est important de le mettre en relation aussi avec avec les flux de déplacement que je disais, tout à l'heure. Parce que, si, vous êtes sur le chemin pour aller faire les courses ou vous êtes sur le chemin pour aller au travail, c'est beaucoup plus facile, pour quelqu'un de se dire: «Tiens, je vais en profiter pour aller faire les courses juste après, je sors et puis je fais mon truc»,
que si au contraire vous êtes à l'opposé de la ville, où vous êtes dans le chemin complètement opposé de tous les trucs intéressants de la ville, ils vont se dire: «Ah là là, ouais, je veux aller chez l'ostéo, mais après je vais perdre une demi-heure pour aller faire les courses», voilà. En fait, c'est pas qu'elle va pas venir vous voir, c'est juste que ça va être potentiellement un frein. Voilà, et à partir du moment où il y a un frein, il y aura une hésitation: «Tiens, non, je vais attendre un peu avant d'y aller, et cetera. Non, vraiment, ça m'arrange pas aujourd'hui». Donc voilà, il faut se mettre un peu dans la peau du patient et se dire: «Tiens, qu'est-ce qui l'arrangerait le plus? Où est-ce il y a le plus de patients où est-ce que les gens y vont?» Ça, c'est vraiment les questions à se poser quand on s'installe, comme ça. Donc par exemple, Pithiviers, j'aurais mis le pôle d'attraction. J'aurais Oui. mis un petit 5 kilomètres. Mais par exemple, si j'aurais été au nord de Pithiviers, je pense pas que les gens de Pithiviers, ou alors en tout cas plus Orléans, c'est certain, Orléans, ils vont pas aller en périphérie s'ils y habitent pas pour aller vous voir. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que les gens de l'extérieur qui vont travailler à Orléans, qui eux, potentiellement, vont profiter: «Tiens, je suis à Orléans, je veux passer chez l'ostéopathe pour faire mon traitement». Voilà, ça marche dans un sens, mais beaucoup moins dans l'autre. Oui. Là, on a prévu une petite pause question, comme ça, déjà voir un peu sur justement cette partie choix de la localisation en termes très global. Est-ce qu'on a donné sur la relation revenu-fréquentation des ostéos? Je ne pense pas qu'on en ait. Enfin, nous, on n'en a pas. J'en ai pas vu depuis un moment. Il faudrait voir si dans les différents sondages qui ont été faits, parce que, par exemple, on a des chiffres, on sait que 60 des ostéos consultent, 60 des Français consultent des ostéos. Mais il me semble d'ailleurs que dans cette étude-là, mais elle date un peu parce que je crois qu'elle date de 2018, c'était à peu près réparti équitablement suivant les niveaux de revenus. Mais je ne sais pas si on a des choses plus précises que ça ou plus récentes. Parce que la vraie question aussi, c'est est-ce que ça, je sais pas si c'est, ce que tu voulais savoir, c'est est-ce que ça grimpe? Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français, de patients qui enfin de non, est-ce que la population a de plus en plus, consomme de plus en plus de l'ostéopathie? Ce serait ça franchement, ce serait ça Hem, la métrix à suivre, je pense, pour voir si, l'augmentation de la démographie va de pair avec l'augmentation du besoin. Mais alors ouais, il me je sais pas trop. semble, ça c'était une autre étude, il faudrait que je retrouve la source, mais en gros qui a suivi le nombre de consultations d'ostéopathie sur les 10 dernières années, et effectivement on a vu une croissance du nombre de consultations au cours du temps. Mais il me semblait que sur les dernières années, ça commençait à peu près à se stabiliser. C'est-à-dire qu'on est arrivé un peu à un espèce de plateau, ou en tout cas, ça commence à ralentir, ça augmente plus autant aussi vite qu'avant. C'est pour ça que par le passé, par exemple, avec donc on a une très forte croissance démographique, mais vu qu'il y a une augmentation aussi très forte du nombre de consultations, ça a un peu absorbé cette augmentation démographique du nombre d'ostéos. Mais là, vu qu'on commence à avoir un ralentissement du nombre de consultations ou de la consommation d'ostéopathie, en France en général, ça a tendance aussi du coup à se ressentir au niveau des cabinets, individuels, je pense. Mais bon, il faudrait que je retrouve cette source-là, mais je me souviens de l'avoir vue. C'est déjà un début et surtout, je crois que cette étude-là, elle s'est arrêtée en 2019 ou 2020. Il faudrait voir depuis, parce qu'il y a eu quand même covid et cetera, voir ce que ça a un peu donné, sur les stats. Parce que pareil, on avait fait la stat sur quand est-ce que les gens consultent le plus et recherchent le plus des ostéos, et pareil, on voyait bien qu'avec covid, ça avait fait un peu de modifications, et il y a aussi des modifications de comportement au niveau de la prise de rendez-vous, où les gens, par exemple, vont beaucoup plus passer par Doctolib qu'avant. Mais ça dépend après à ce moment-là comment est-ce qu'on fait les stats, parce que si on regarde que le nombre de prises de rendez-vous, il y a aussi beaucoup plus de gens qui annulent qu'avant. Donc là aussi, on n'aura pas forcément, il faut regarder vraiment le nombre de traitements vraiment effectués. Alors, étant en tranche sociale, alors, petite anecdote, ça m'est arrivé cette semaine. Donc moi, j'ai augmenté mes tarifs depuis un mois. Je suis passé de 50 à 60, donc un gros step. Et autant ça a posé personne. En tout cas, personne ne s'est plaint jusqu'à présent, personne ne m'a fait la remarque. Autant là, il y a une patiente qui l'a ressenti et effectivement, bah, c'est une personne qui est, vraiment qui est seule, en dessous du SMIC et cetera et qui a noté la différence et qui m'a dit: «C'est vrai que c'est beaucoup». Et je pense qu'elle, si je lui avais pas dit que je pouvais, lui permettre d'aller au tarif étudiant, parce que je fais un tarif étudiant, je pense qu'elle serait peut-être pas revenue parce que ça coûterait peut-être trop cher. Elle se fait rembourser que 30 € par sa mutuelle et du coup, là, ça commence à coûter 30 € au lieu de 20. Les 10 € de différence peuvent influencer sa prise de décision. Mais c'est vrai que c'est cher l'ostéopathie au final, hein. Si on n'a pas de mutuelle, c'est 60 €.
Si ça marche pas du feu de Dieu et si bah, c'est quand même, il y a une deuxième consultation, donc si on est à 60, ça fait déjà 120. Voilà, ça demande quand même un coût. Donc si on a mutuelle, c'est bien, mais voilà. Donc faut se dire quand même qu'en tant qu'ostéopathe, on n'a pas du tout le public médecin ni kiné, on a quand même un public plutôt de privilégié, hein. Donc voilà, faut prendre ça en compte. C'est clair. S'il y a plus de questions sur la partie macro, on va passer à la partie micro. Donc sur la partie micro, c'est, vraiment la partie choix du local. Hem, donc là, tu avais mis un petit exemple, Conrad, Ouais. sur, Donc moi, ce que je voulais montrer là, c'est globalement, enfin, dans toute la pa dans en fait, que ça soit au niveau du local et finalement toute la partie de projet, le but, c'est quand même de mettre toutes ses chances de son côté quand on s'installe. Toutes ses chances. Donc, en tout cas le maximum. Et donc là, j'ai mis un petit exemple qui finalement c'est un exemple, mais c'est presque ce que j'ai fait pour mon premier cabinet. Donc, j'ai trouvé un super local, mais dans une zone où il n'y a pas d'habitation et pas de commerce. Et si quelqu'un me demandait aujourd'hui ce que j'en pensais, ben, vous voyez ces petits emojis, moi j'aurais fait ça. Voilà, j'aurais fait je suis pas sûr. Repense-y deux, trois fois quand même. Parce que pour moi maintenant, typiquement, c'est tout ce qu'il faut pas faire maintenant, quoi. C'est-à-dire on va le voir par la suite, mais globalement, il faut se mettre dans la tête du patient et se dire qu'il a peut-être pas envie d'aller dans une zone industrielle pour se faire traiter le bas du dos, quoi. Même si le local est super joli. non, Donc là, tu peux en parler, Clément? non, vas-y, tu t'es lancé. Donc là, on a voulu regrouper toutes les façons dont les gens, nous trouvent dans nos cabinets à nous. Donc, on a essayé de voir un peu le truc global. Donc on a les patients qui viennent parce que, ils aiment notre façon de travailler. Donc ça, c'est typiquement du bouche à oreille. C'est genre, oui, tu vas le voir, il est super sympa, il explique bien, puis ensuite, tu te sens super bien à la fin. C'est du bouche à oreille. Ensuite, il y a, oui, je vous ai trouvé sur internet, vous aviez des super avis, puis vous étiez disponible, voilà, donc je suis venu, j'en ai profité. Ensuite, il y a le cabinet à côté du domicile. Ouais, vous étiez à côté, je pouvais venir en marchant, je pouvais venir à pied, c'est super pratique, voilà, donc je vous ai choisi. À côté du lieu de travail, bon, bah, je travaille à Toulouse, donc c'est à 1 heure de mon cabinet. Oui, je travaille à Toulouse, mais bon, vu que vous êtes à côté de mon lieu de travail, c'était pratique, je vais entre midi et deux, et puis voilà. Ou alors, ils vont marcher et en se baladant, ils voient la plaque. Et ils se disent tiens, ouais, c'est vrai que j'ai un peu mal, je passerai bien le voir. Ou sinon, oui, mon médecin m'a dit de venir vous voir, ou mon kiné, ou voilà, on va dire un bouche à oreille plutôt professionnel. Et donc là, ce Sachant qu'il que faut là-dedans, voir, sachant que dans la pardon. partie professionnelle, enfin, le bouche à oreille professionnel, je mettrais 2 sous-catégories un peu. Il y en a une, c'est, un professionnel de santé leur a dit d'aller voir un ostéo, mais sans préciser lequel, Ouais, ou un professionnel leur a dit de venir vous voir vraiment vous. C'est pas le même niveau de bouche à oreille. Enfin, il y en a un, c'est du bouche à oreille et l'autre, c'est juste, on leur a conseillé d'aller voir un ostéopathe, mais du coup, c'est les autres facteurs qui vont déterminer s'ils vont venir voir vous ou quelqu'un d'autre. voilà. La disponibilité, est-ce qu'ils ont vu votre plaque? Et ce genre de choses. Et donc évidemment, plus on peut cumuler aussi ce nombre de facteurs-là, plus c'est bien. Oui, du coup, là, ce que globalement, si tu pouvais revenir juste avant, pourquoi on vous montre ça? Pourquoi en fait, comment les gens nous trouvent? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir une influence, et il y a d'autres choses où vous n'allez pas pouvoir avoir une influence. Donc par exemple, ma façon de travailler, alors vous pouvez influencer, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à vous pas faire du bouche à oreille. En tout cas, voilà, c'est difficile de forcer les gens en tout cas. Sur internet, bah, du coup, il va falloir faire un site, mais ça ne dépend pas de l'installation. Alors que mettre le cabinet à côté d'une zone où il y a où des gens qui vivent, mettre le cabinet à côté d'un lieu de ou un endroit où il y a du travail, une plaque sur un lieu de passage, tout ça, ce sont des choses que votre cabinet peut faire. En fait, c'est comme si votre cabinet pouvait être une partie de votre vitrine et finalement vous faire une promotion à lui tout seul. Donc finalement, le cabinet est quand même un très gros pourvoyeur, en tout cas de patients, à lui tout seul. Donc c'est important, son emplacement, il est important. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Ouais, ah oui, mince, oui. Bon, vas-y, bah, je te Donc le laisse parler du cabinet, c'est coup. notre première vitrine. Donc effectivement, il faut privilégier, si possible, les lieux de passage. Donc ça peut être les places de marché, les boulangeries, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être les écoles, ça peut être les pharmacies, les transports, principalement pour les grandes villes. Pour tout ce qui est transport en commun, ça peut être à côté d'un arrêt de tram,
à côté d'une sortie de métro. Pareil, tout ce qui facilite, l'accès au cabinet, que ce soit en termes de parking et autres, ou de transport en commun, c'est vraiment un élément différenciant et surtout ça vous fait de la visibilité un peu naturelle, on va dire à l'ancienne parce que c'est pas sur internet, mais voilà, c'est quelque chose à pas négliger. Comment trouver un local? Eh bien, il y a plein de façons différentes. Il y a les petites annonces, que ça soit au niveau des ASP, ça peut être aussi sur, des sites de médicaux, paramédicaux type, caduceut.net, que vous connaissez sûrement. Si vous avez fait une recherche sur Google, généralement, ça peut vous emmener sur ce type-là de site. Il y a les groupes Facebook, qui ont pas mal de discussions sur, des ventes ou des rachats de cabinets, sur des locaux disponibles, sur des collaborations et autres. Donc il y a pas mal de choses différentes là-dessus, mais en tout cas pour des locaux, vous avez aussi des offres. Il y en a plein des groupes, hein, il y en a 3-4, hein, voire plus, sur tout ce qui est Ouais, petites les annonces. principaux en tout cas avec beaucoup de monde et avec pas mal d'activités. Généralement si on est assez attentif, c'est pas mal, mais le problème c'est que souvent faut être présent, il faut regarder un peu en continu, donc c'est quelque chose des fois qui peut être assez frustrant si on cherche dans une zone bien précise. Parce qu'en fait, il faut y être tous les jours et il y a pas quelque chose qui vous fait remonter les résultats tout seul. Donc ça peut être quelque chose de très fastidieux, quoi. Ensuite, il y a les agences immobilières. Si vous avez justement identifié une ville, souvent les agences, elles auront donc, enfin, souvent ceux qui louent des locaux professionnels, des fois, passent par des agences. Donc vous pouvez fais aussi faire le tour des agences pour demander s'ils ont des locaux et de vous appeler, s'il y a une offre qui apparaît. L'avantage aussi, c'est que du coup, si vous faites cet effort-là, potentiellement, vous aurez l'offre avant les autres. Parce que vous serez prévenu d'abord par l'agence avant que ça soit, par exemple sur internet. Ensuite, il y a tout ce qui est mairie. Donc ça, c'est surtout intéressant, par exemple dans les ZRR, ou dans des plus petites communes. Des fois, les mairies ont des locaux à disposition qui peuvent des fois vous louer à des tarifs, intéressants justement pour, vous inciter à vous installer dans le coin. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ça et également, d'un point de vue du plan local d'urbanisme, c'est quelque chose à aller regarder. Si par exemple vous trouvez un local, à un endroit, c'est toujours bon de se renseigner en mairie pour voir s'il y a des travaux ou des chantiers prévus à proximité. Parce que ça serait dommage de signer, pour un contrat et que 3 mois après, il y ait des gros chantiers de je sais pas, d'installation d'une voie de tram qui va durer 2 ans, qui commence en face du cabinet et qui vont Même bloquer le principal parking que vous aviez trouvé qui avait l'air parfait. même si c'est un Voilà. bon plan au final à la fin, si vous parce que du coup, il y a un arrêt de Même tram si, d'abord. même si au final c'est un bon plan, voilà, ça veut dire que pendant 2 ans, ça va être un peu plus galère. Ouais, vachement Sachant galère. que, il y a des gens normalement à la mairie qui ont le temps pour ça, pour vous expliquer et vous donner des détails à ce sujet. Il y a une question sur est-ce que c'est mieux d'appeler? En vrai, souvent si vous voulez avoir les plans et autres, moi je sais que j'aime bien aller sur place. Je pense qu'en appelant ça dépend après peut-être des heures d'ouverture. Il y a des mairies qui ont des heures d'ouverture qui sont assez, restreintes. L'avantage d'aller sur place, c'est que souvent vous pouvez discuter tranquillement, et souvent ils vous donneront même des photocopies du plan local d'urbanisme, voilà. Souvent ils sont adorables donc c'est l'occasion d'y aller et de sortir un peu et puis du coup, ça vous permet aussi de se faire connaître, de discuter un peu, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la ville. Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de renseignements, quand on va sur place, que d'appeler au téléphone. Parce que quand on va appeler au téléphone, on dit: «Bah, voilà, j'appelle pour telle chose» et vous allez pas faire la discussion, on va dire, de la machine à café. Alors que si vous restez un peu sur place et que vous papotez, vous aurez beaucoup plus d'informations intéressantes sur, qu'est-ce qu'il y a comme événement qui se passe dans la ville? Est-ce qu'il y a des choses que voilà, est-ce qu'il y a des maisons qui se construisent, pas loin? Bref, il y a des informations des fois qui sont bonnes à prendre, qu'on a quand on va sur place. Et puis ça oblige à se balader aussi, qui est le point à Voilà. suivre. Alors vas-y, parles-en celui-là. Oui. Bah, en fait, du coup, le se balader, c'est important parce que non seulement vous allez voir si le quartier vous plaît. Ça, c'est comme pour en fait, évidemment, c'est pas comme pour acheter une maison, hein, donc c'est, est-ce que le quartier vous plaît? Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'il y a une bonne voilà, est-ce que ça zone pas trop? Parce que finalement, ça peut faire peur aux patients s'il y a des gens, qui est un peu pas louches, peu importe, en tout cas, si ça traîne, ça peut faire peur assez vite. Et puis surtout, ça vous permet aussi de trouver un local parce que des fois, donc ça, c'est je parlais, de ma propre expérience. Donc moi, donc je suis sur Castres et pendant un moment, je cherchais de locaux et je trouvais rien de bien. Rien en tout cas qui me corresponde et j'avais une visite avec, pour un local qui finalement n'a rien donné et en me baladant pour rentrer chez moi, et bien en fait, je vois, heu, une petite affiche. Donc déjà, je vois qu'il y a une plaque qui manque sur un local et je vois une petite affiche qui dit: «Le podologue va, se déménage à l'adresse, X». Voilà.
Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je frappe à la porte et je demande, «Tiens», j'étais des infirmières et je demande à l'infirmière, «Bah, est-ce que je vois que le podologue il part, est-ce que vous cherchez quelqu'un?» Et l'infirmière me dit: «Oui». Et au final, si j'aurais pas demandé, en fait, ça se trouve, il y aurait jamais eu d'annonce sur les trucs d'agence immobilière ou autre, parce qu'en fait, elles étaient pas du tout, mais alors là, pas du tout pressées pour remplacer le podologue, mais vraiment pas. Donc j'aurais pu attendre 6 mois, je sais pas combien, c'était pas important pour elles. Donc finalement, c'était une super, voilà, c'est un gros coup de chance, on va dire, pour moi. Mais voilà, des fois, il faut provoquer un peu la chance et en se baladant, du coup, bah, on peut trouver des choses intéressantes. Tiens, voilà, en regardant, il me manque une plaque, il y a une petite affiche sur la porte du local, et cetera. Mais bon, ça, c'est rare quand même, hein. Mais voilà, je tiens à souligner quand même que ça peut se faire. Ou des fois aussi, ça peut donner des idées si vous avez des locaux que vous pensez faire. Par exemple, si c'est pas un local existant que vous voulez reprendre, mais que vous dites: «Tiens, je veux retrouver un local professionnel et en créer un, à la place d'un autre local qu'il y avait là avant, mais qui était pas forcément prévu pour de l'ostéopathie». Le fait de se balader aussi, ça vous permet un peu de comparer ce qui existe, dans les quartiers qui vous intéressent. Donc potentiellement d'appeler une agence et de dire: «Tiens, le local qui est là, il est pas loué depuis un certain temps». Et des fois aussi de négocier parce que si il n'a pas été loué depuis un certain temps, des fois vous pouvez aussi négocier les tarifs. Alors on a fait une Ah petite liste. ah oui, aussi, chose importante, il f en vous baladant, vous allez voir aussi comment fonctionne l'activité, du coin. Parce que si, dans la rue où vous vous installez, tous les commerces sont fermés, dans le sens, fermés, Définitivement. ils ont fermé boutique. Voilà, ça sent pas bon. Voilà, dans le sens, ça sent pas bon, ça veut dire déjà, il y a peut-être aucun commerce qui va marcher là parce qu'il y a aucun passage, bien, où il y a quelque chose qui fait qu'il y a rien qui marche. Voilà, ça c'est important à regarder. Et donc on a fait une petite liste un peu de c'est quoi le local parfait? Alors, il y a pas de locaux parfaits, mais pareil, c'est essayer de s'en rapprocher. Donc ça peut être tout ce qui est, transport en commun, parking, ça on en a déjà parlé un peu. C'est voir, faciliter la vie des patients quand ils ont besoin de venir. Ça peut être aussi le fait de venir du parking jusqu'au local, voir si justement c'est des grosses rues, type gros boulevard ou alors est-ce que c'est une petite rue, où c'est très facile de traverser, même quand on a mal au dos ou qu'on est en béquille. Ensuite, c'est tous les aspects qu'on va dire, quand on voit un local parfait, on a les yeux qui brillent donc ça va être un local lumineux, propre, bien agencé, spacieux, avec une déco assez sympa, insonorisé. Ça aussi, c'est, pas forcément quelque chose auquel on fait attention, mais c'est important pour que justement il n'y ait pas des bruits environnants, ou qu'on entende justement d'autres praticiens ou d'autres gens à côté. Ça, c'est important pour la partie confidentialité et pour que les patients puissent, parler librement. Et après, il y a des locaux qui sont des fois sans coin lavabo, ce qui peut vite être, problématique. Je me souviens d'une collègue qui avait pris un local comme ça, et qui au bout de 6 mois avait été obligée de changer parce qu'en fait ses mains devenaient rouges à cause du gel hydroalcoolique qu'elle mettait entre chaque patient. Donc, voilà, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose qui a son importance. Mais voilà, tout ce qui peut, aider à faire en sorte que le local soit agréable pour vous et pour le patient, c'est quelque chose à prendre en compte. Oui, par exemple, mon ami lumineux, ça semble, normal, mais j'ai déjà vu des cabinets où il y a pas de fenêtre, ou alors la fenêtre est extrêmement petite. Et justement, on en a pas parlé, mais globalement, quand on s'installe, il faut quand même avoir une projection sur plusieurs années et je pense pas qu'il faut un local temporaire. Enfin, en tout cas, maintenant, je le pense plus, mais avant, je le pensais et c'est pour ça que j'ai changé de cabinet au bout d'un moment. Mais le fait, il faut quand même se sentir bien parce que s'il y a pas de lumière naturelle, ben, au bout d'un moment, franchement, c'est pas agréable et du coup, si vous vous sentez pas bien dans votre cabinet, bah, en fait, ça va se ressentir au bout d'un moment. Dans le sens, dans votre façon de même au niveau de l'accueil des patients et cetera. Les patients, ils vont voir: «Tiens, c'est un peu sombre, il y a que de la lumière», voilà. C'est comme l'histoire, par exemple, Clément, quand on a fait la slide, je crois que tu parlais des locaux type, tu me disais classique, miteux, mais non, mais c'était quoi? C'est-à-dire, c'était les médecins, le truc super, carrelé, enfin, c'était Bah, quoi? je J'ai sais que, dans le quartier où moi j'étais avant, il y avait deux trois locaux de médecins généralistes et c'est vrai que quand on y va, des fois, on se demande si on est arrivé dans une salle d'attente de chez un médecin généraliste ou est-ce qu'on attend à l'accueil d'une agence, immobilière un peu bizarre parce qu'il y a de la vieille moquette au sol, ça a l'air un petit peu enfin, c'est des vieux néons au plafond, enfin, on ne sait pas trop si on est chez le médecin ou à la banque, quoi. Ou enfin une vieille banque, qui a pas été rénovée depuis 20 ans.
Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose quand même à prendre en compte, hem, si on peut en tout cas. Pour la sonorisation, bah, tiens, mon cabinet actuel, il est pas hyper bien sonorisé. Donc tu vois, la prochaine fois que je change, ça sera un petit critère qui va se rajouter en plus. Mais, pour l'anecdote, bah, tu vois, les mercredis, j'ai énormément de mètres au plafond, hein. Je crois que j'ai 3 ou 4 mètres, hein. C'est énorme, il y a un sous-plafond, il y a un je sais, ils ont mis un faux plafond, mais au-dessus du faux plafond, il y a encore, 2-3 mètres. Et je sais, bah, du coup, les mercredis après-midi, quand il y a les enfants, des fois, ben, ils sautent. Il y a des éléphants, en fait, au-dessus et franchement, ça me gêne. Franchement, ça me gêne un peu. Quand c'est comme ça, heureusement que ça dure, 1/2 heure, pas plus, mais tu vois, c'est gênant et voilà, si ça durait tous les jours, je me sentirais pas bien, tu vois? Donc oui, ça peut être un truc, quoi. Bah, je suppose qu'en plus si tu as une pratique où par exemple tu fais du crânien ou alors que tu as les patients qui se détendent et qu'au-dessus ils entendent boum boum, ils vont Ouais. pas pouvoir se détendre, hein. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Après là, là, ouais, là, c'est le plafond, je veux dire, c'est dur maintenant dans certaines bâtisses d'avoir un truc qui même quand tu sautes dessus, qu'il y a pas de bruit, quoi. Parce que là, je pense qu'ils sautent en chaussures ou j'en sais rien, en fait. Je sais pas ce qu'ils font. Ils doivent jeter des Les lois du cartons. voisinage. Voilà, encore une petite pause question avant d'entamer la partie sur, est-ce que c'est financièrement viable? Donc on va parler budget provisionnel et tout ça, prévisionnel et tout ça. La musique dans le cabinet, Clément. La musique dans le cabinet? Ouais. Bah, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Il y en a qui travaillent avec, il y en a qui travaillent sans. Ça, je pense que c'est en fonction de la préférence de chacun. Après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me semble que si on met de la musique, on est censé payer la SACEM. Oui. Donc faut prendre ça en compte dans les charges, additionnelles. Mais à part ça, c'est vraiment, je pense, au choix de chacun. Après, si ça permet des fois, de couvrir certains bruits justement extérieurs, ça peut être pas mal. Je sais que par exemple, il y en a qui ont des cabinets dans des basic fit, donc des salles de gym de sport. S'ils entendent à côté des gens qui font de l'haltérophilie et qui font des squats et cetera et qui crient un peu, le fait de mettre de la musique, ça permet un peu d'isoler, la salle de consultation du reste de l'ambiance de la salle de sport, ce qui est quand même plutôt bienvenu. Pareil s'il y a des travaux et autres, des fois ça en fait, ça sert plus comme barrière de bruit que comme, quelque chose qu'on rajoute en plus. Et puis dans le Basic Fit, de toute façon, il y a déjà de la musique, hein, donc ton exemple. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément la musique que tu veux, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'on parlera du domicile? Alors on n'a pas fait de truc particulier pour le domicile. Moi, je fais pas mal de domicile, en tout cas avant, j'en faisais sur la partie Paris. Ce qui était pratique, c'est que, en fait, sur Paris, avec les métros et cetera, c'est super pratique de pouvoir faire, par exemple, tout ce qui est intramuros facilement. Hem, pour des zones qui sont pas des grosses villes, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça se fait, hein, hem, mais c'est plus compliqué parce qu'il va falloir définir un peu un territoire à couvrir. Et après ce qui va être plus problématique aussi, c'est comment se faire connaître. Parce que souvent vu qu'il y a pas un local, ce côté local qui fait finalement de la publicité pour vous, c'est plus compliqué donc on revient sur des critères qui sont beaucoup plus du bouche à oreille par rapport à la façon de travailler, ou sur le côté pratique parce que la personne ne peut pas se déplacer. Mais effectivement pour moi c'est quelque chose qui est plus difficile à lancer, que potentiellement un cabinet avec un local. Après, par contre, c'est pas cher. Ça, faut le dire, L'avantage c'est oui, pas c'est cher, que sauf c'est si il tu y a très, utilises la très peu de charges. voiture et là, par contre, avec le coût de l'essence actuel, ça va commencer à devenir cher, mais il faudra prendre en compte ces charges. Mais oui, c'est pas cher, mais par contre, voilà, c'est plus difficile de se faire un nom, mais oui, après, je pense qu'il y a un peu de demande quand même, parce qu'actuellement, mais on va dire, moi, les demandes que j'ai, c'est souvent, pour du domicile, hein, c'est, oui, il y a aucun kiné qui veut venir. Du coup, moi, on m'appelle, et bah, du coup, moi, je fais payer, 10 ou 15 € de plus et parce que le déplacement et bah, du coup, je viens, quoi. Mais encore une fois, franchement, je serais mieux au cabinet. C'est-à-dire que, je perds du temps et du coup, enfin, intrinsèquement, je perds aussi de l'argent à faire du domicile. Mais bon, c'est parce que j'ai un cabinet aussi. Mais oui, si tu veux faire, que du domicile, ça sera bien. Heu, Après, pour le domicile aussi, sur la carte, ce que tu peux regarder, tu peux avoir un peu les mêmes critères. C'est juste qu'au lieu de te fixer sur une zone en particulier, c'est juste que tu vas pouvoir
directement dire: «Bah, voilà, toute cette zone de toutes ces communes-là est intéressante», sans forcément, mettre un point central. Mais après, l'idéal, c'est que ton domicile soit à peu près au point central de là où tu penses faire du domicile. Parce que ça va être ton point où tu vas tout le temps revenir au centre, c'est plus pratique. Si tu as un domicile, qui est, à 20 minutes déjà de la zone qui t'intéresse pour faire du domicile, c'est-à-dire que de base, tu seras obligé de faire 20 kilomètres avant de pouvoir faire un domicile et du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc souvent, le domicile se fait pas loin de là où on habite. Donc ça dépend après de est-ce que tu déménages et où est-ce que tu déménages. Quelle place accordez-vous à la décoration et à un cabinet chaleureux? Hem, Moi, Moi, je en pense fait, que pas beaucoup, moi, pour moi perso, hein. Mais en fait, parce que moi, quand j'ai besoin d'aller chez le médecin, bah, je prends le médecin qui est disponible et que sa déco soit moche ou pas moche, bah, du coup, effectivement, je me sens plus ou moins bien. C'est sûr, là, ça va impacter. Est-ce que waouh, je suis trop bien, je suis bien installé, je resterai bien plus longtemps? Ouh là, ouais, c'est après ça dépend, c'est juste la déco, on parle pas de propreté. C'est ça, oui, hein? oui, je pense que c'est là où ce que moi j'allais ajouter, c'est je pense que c'est plus important sur le côté propreté, régulièrement de prendre le temps de faire le parcours du patient. Par exemple, je sais pas, de passer aux toilettes, de voir que tout est propre, de passer dans la salle d'attente, que c'est propre aussi, qu'il y ait pas des mouches mortes dans les lampes, ce genre de choses. La propreté, c'est vraiment un peu la base et après, si en plus on a une déco sympa, c'est cool, mais voilà, c'est pas aussi prioritaire, je pense. Ouais, moi, par Sauf si exemple, peut-être vous êtes dans une grande ville avec beaucoup, beaucoup de concurrence, peut-être que ça fait peut-être faire un peu de différence. Mais bon, c'est très, ça va faire la différence sur une chose, les photos que tu vas mettre sur le site internet ou sur le Google, Business. Voilà, ça va te faire là la oui, c'est vrai. différence. C'est là que ça va être la différence. Mais attends, je voulais te dire un truc. Oui, moi, par exemple, le cabinet actuel, il était très, très sombre. Des vieux, tapisseries bleu foncé, avec 2 des fenêtres qui donnent pas beaucoup de lumière parce que sur une cour, je t'assure que ça fait très sombre. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est, vu qu'il fait 30 mètres carrés, bah, j'ai coupé en 2 et j'ai tous les 15 mètres carrés et j'ai enlevé toute la tapisserie et j'ai mis de la peinture, plutôt, claire. Et donc, du coup, ça a bien redynamisé le cabinet dans le sens où c'est plus de lumière, il était plus chaleureux, mais il y avait quand même encore une partie qui était un peu sombre. Et 5 ans après, bah, tu vois là, je l'ai fait il y a 3 4 mois, bah, j'ai fini la décoration en mettant la même couleur de l'autre côté. Donc tu vois, j'ai mis quand même du temps. Tu es pas obligé de tout faire d'un coup, tu peux faire par petites touches. C'est de la déco en fait, donc globalement, tu peux toujours changer au fur et à mesure. C'est pas le truc que je veux dire le côté insonore, le problème de l'insonorité, d'entendre les bruits des voisins, c'est un problème beaucoup plus gros parce que tu peux pas le modifier. Tu vois? Alors que de l'ameublement, de la déco, un coup de la peinture, bon, tu vois, ça va, tu vois? C'est pas non plus hors de prix. Tu vois, je crois que j'ai dû payer 300 400 € pour changer la couleur, voilà, c'est pas Et même pour des cabinets qui avaient pas de fenêtre, j'ai vu des gens qui, en termes de déco, arrivaient quand même à se démener et à donner l'impression que même s'il y avait pas de fenêtre, on était en terrasse au dernier étage d'un immeuble, en mettant des lampes au plafond qui faisaient, comme s'il y avait, en fait, une verrière au-dessus. Donc des fois, il y a quand même des astuces en termes de déco qu'on peut toujours modifier pour s'en sortir. Mais après voilà, faut avoir de l'imagination, faut passer du temps sur internet ou sur Pinterest, à regarder des bonnes idées de déco d'intérieur. Qu'est-ce qu'on pense, en campagne de faire un peu d'itinérant? Hem, alors je sais que ça existe déjà, il y a quelques personnes qui le font, alors pas beaucoup, mais quelques personnes qui le font. Hem, je me souviens qu'il y avait toute une question sur, comment ce type de véhicule-là est assuré et réadapté pour la pratique ostéo. Je sais que certains avaient regardé pour reprendre, je crois, des anciennes ambulances ou des anciens camions de pompiers, pour les réadapter, pour, pouvoir justement les transformer en cabinet itinérant. Mais en tout cas, ça se fait. Donc après si c'est un truc qui vous intéresse, je pense que ça faut tenter le coup, hein, enfin encore une fois, il faut analyser le truc, je pense. ouais. Faut se poser la question: «Est-ce que la population dans laquelle je viens est enclinte à se faire traiter dans un camping-car, réaménagé?» Et après, là, au niveau du budget, heu, le camping-car, déjà, je pense que c'est cher. Enfin, je connais pas trop les prix, mais je sais que ça se compte, c'est un Ouais. truc assez Si, si, cher, c'est quoi. plusieurs milliers. Oui, c'est pas tout Ouais, à fait abordable. À la voilà, limite, peut-être en en plus, rachetant un faut le réaménager. Moi, ce serait surtout au niveau du budget que je regarderais. Parce que potentiellement, vaut mieux peut-être installer un cabinet et faire du domicile, dans le rayon d'action que tu voulais faire en camping-car.
Parce que ouais, c'est un budget, c'est un peu un truc, et voilà, est-ce que tu vois, la question à se poser, c'est est-ce que tes patients, ils seront confort dans ces camping-cars? Tu vois, si c'est des personnes âgées, si c'est parce que c'est des personnes âgées qui ne se déplacent pas, dans notre zone, est-ce que ton camping-car sera suffisamment bien chauffé, l'hiver quand tu viendras? Tu vois, il y a plein de petites questions comme ça. C'est moi, par exemple, je suis pas sûr, je crois, que je vienne dans un camping-car, je préférerais largement que soit la personne vienne chez moi ou soit que, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent, il y a pas de la place chez eux, hein, ou ils veulent pas. Mais après, c'est tout projet se calcule au niveau. Il y a le côté financier surtout. Et le côté, est-ce que la population va accepter ce genre de choses? Oui. Après, par exemple, s'il y a déjà eu quelqu'un qui l'a fait avant, ce serait intéressant de se renseigner sur, si elle a arrêté, pourquoi elle a arrêté. Par contre, si elle a arrêté pour d'autres raisons que ça ne marchait pas, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que les gens sont déjà habitués. Donc ce ne sera pas quelque chose de nouveau ou de quelque chose à réexpliquer. Parce que souvent, quand on fait un truc vraiment différent, il y a une partie où les gens, il va falloir leur expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Parce qu'au début, ils vont être surpris, donc peut-être qu'ils vont pas oser. Ou alors ils vont attendre qu'un de leurs voisins y aille et qu'ils disent ouais, finalement, c'était super bien et que ça se fasse petit à petit. Mais du coup, après, il faut avoir, voilà, faut prévoir peut-être de la régularité en disant, je viens tous les mercredis, comme ça les gens savent que c'est le verbe mercredi, ce genre de choses. Si, on fait un parcours un peu, comme on souhaite, mais que personne les gens sont pas forcément prévenus à l'avance, c'est peut-être plus compliqué, à faire fonctionner. Mais voilà, tout ça est à réfléchir, en amont. Est-ce que vous avez des conseils à donner dans le cas d'ouverture d'un second cabinet, en termes de gestion des charges, d'emploi du temps entre les 2 cabinets? Alors ça, c'est pas une question pour nous, je pense, parce qu'on n'a pas trop d'expérience là-dedans. Après, on peut y réfléchir. Mais s'il y a Quentin, c'est plus à Quentin qu'il faut poser la question, parce que Quentin, il y a 2 cabinets. Quentin, c'est un très bon ami de promo, et il est dans le chat, là, je pense. Donc, Quentin, il a géré 2 cabinets, même 3 à un moment donné. Non? Je me souviens plus, ça n'avait pas 3. Donc, voilà, donc c'est franchement le deuxième cabinet, c'est une bonne idée, quand on s'installe à partir de, je pense, un an ou 2, parce que ça permet de développer sur 2 patientèles. Voilà. Donc il y a beaucoup des gens de notre promo l'ont fait, hein. Si, je me souviens bien, hein, Clément, il y en a quand même pas mal. Il y avait pas mal de gens dans notre promo qui l'avaient fait. Après, tout le monde n'en a pas forcément gardé 2. Oui, Je me souviens qu'il y a une question de, se laisser le temps de donc déjà voir comment est-ce qu'on répartit les 2 cabinets. Est-ce que c'est vraiment 2 cabinets où on est en solo dessus? Ou est-ce que c'est par exemple, un endroit on est en collaboration et un endroit c'est un cabinet à nous? Est-ce que c'est un cabinet pluridisciplinaire et un cabinet, en collaboration? Ça va dépendre aussi un peu de la typologie du type de cabinet, qu'on fait. Parce qu'il faut aussi, par exemple, avoir le temps, si on se dit que les matins c'est un endroit et l'après-midi c'est un autre, parce qu'on va faire beaucoup de trajets tous les jours, c'est un truc à prendre en compte. Hem, mais bon, j'ai pas forcément beaucoup plus de conseils avec ça. oui, donc Quentin, il a un peu répondu en dessous, et lui, il avait, oui, il avait un cabinet à lui et un cabinet, dans une autre ville, dans un cabinet pluridisciplinaire, une maison de santé, il me semble. Oui. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu me dis si je me trompe, Quentin, c'est qu'il y avait un cabinet au début qui marchait pas trop. Celui en solo, celui qui était tout seul, il marchait pas trop. Et c'était l'autre cabinet pluridisciplinaire qui marchait bien. Puis ensuite, ça s'est inversé. C'est le cabinet solo qui marchait super bien et le cabinet pluridisciplinaire qui a ralenti. Donc, ouais, voilà. Et donc, du coup, en fait, ça permet un peu de sécuriser. Mais par contre, il faut prendre en compte ça dans le budget. Ça veut dire qu'effectivement, deuxième cabinet, ça veut dire 2 fois plus de charges, des charges en pluridisciplinaire qui vont être cabinet de santé, enfin maison médicale, ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà, ça faut prendre en compte. Donc ça veut dire que tu travailles plus pour gagner un peu plus, mais pas autant que si tu étais dans un seul cabinet. Chose à savoir d'ailleurs, il faut, 2 cirés du coup. Oui. C'est-à-dire qu'on a 2 établissements en termes d'entreprise qui existent, donc ça fait 2 cirés différents à gérer et potentiellement sur le CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, normalement qu'on paye par rapport aux locaux, hem, il me semble que si on a 2 établissements, on va payer sur les 2, si je dis pas de bêtises, sauf s'il y en a un qui est en dessous du seuil, De 5 000 minimal euros, ouais. de 5 000 €. Donc s'il y a un des cabinets qui marche pas du tout, il y a pas de CFE à payer, ce qui est bien. Par contre, s'il commence à marcher un peu, c'est, un petit truc en plus à prendre aussi dans les charges, dans le compte dans les charges. Est-ce qu'il y avait pas une autre question? Est-ce qu'il y a des Oui. obligations sur le local? Obligations dans quel sens? En termes d'assurance et cetera? Heu, si tu peux préciser la question, ce serait pas mal, mais je peux déjà,
Des obligations d'installation? Moi, je sais pas, il faut juste une assurance. En fait, ils vont te demander une assurance multirisque. Hem, Après c'est tout, il me semble de Après, il mémoire, y a les ouais. bails, mais ça, on en avait parlé Oui, mercredi il faut soir, donc signer le le bail contrat. professionnel. Ah, matériel taille pièce? Non, bah, non. Enfin, après, il faut une salle d'attente, quoi, mais Et encore, les gens avec le covid, des fois, sont habitués à ne plus attendre dans la salle d'attente et à venir directement sur, le moment. Après, en surface minimale, je sais que je crois que j'avais un collègue qui était sur un cabinet qui faisait 9 m². Ça commence à être vraiment, vraiment petit. Donc oui, je conseillerais quand même d'avoir un peu de place, ne serait-ce que pour être à l'aise, je personnellement, sais, quoi. moi, j'aurais dit 18, mais voilà, mais c'est je sais. Non, mais je sais que j'ai Non, on a non, un mais pote de promo qui était dans un cabinet de 9 m², je crois, pendant 3 ou 4 ans. Heureusement, il a changé depuis, mais voilà. 9 m², c'est vraiment trop petit. oui, il y a Quentin qui a dit normes handicapées. Effectivement, il faut que globalement, vu que vous accueillez du public, il faut que ça soit aux normes handicapées. Donc les portes avec une certaine, donc les portes normales normalement elles suffisent en termes de largeur pour que laisser passer un fauteuil roulant. Si vous avez une marche, bah, du coup, faut potentiellement réfléchir à l'enlever, ce genre de choses. Les travaux coûtent cher, mais il me semble qu'il y a toujours des histoires où, on peut ne pas spécialement les faire. J'ai oublié, Clément, comment En ça marche? fait, il peut y avoir des dérogations, en fonction du type d'immeuble et de l'âge de l'immeuble. En fait, plus les locaux sont récents, il me semble, plus ça va être compliqué d'avoir des dérogations parce qu'on va considérer qu'un immeuble, construit l'année dernière, normalement, il est déjà aux normes handicapées. Alors qu'effectivement, si vous êtes dans un vieil immeuble parisien, où rien n'a été prévu à l'époque, même en faisant des travaux, en fait, vous auriez énormément de mal à être, aux normes handicapées. Donc en fait, vous pouvez demander des dérogations et donc en fait, avoir un document qui dit: «Voilà, bah, effectivement, je sais que je ne suis pas aux normes handicapées, mais tout le monde est OK avec ça parce qu'on peut pas forcément faire autrement». Moi, par exemple, dans mon local, on avait un problème, donc c'est un très pareil, c'est un très vieux bâtiment et les toilettes, par exemple, non, il n'y a pas la place pour les toilettes pour une personne handicapée. Hem Et donc c'était un problème et la solution et donc les travaux, c'était impossible. En fait, il y avait pas la place de faire des toilettes, vous savez, avec, la rampe sur le côté pour se tenir et cetera, des grandes toilettes, quoi. Et du coup, la solution, bah, c'était de transformer les toilettes de public et de mettre un truc privé dessus. C'est des toilettes qui sont normalement pas accessibles aux patients. Alors évidemment, je leur autorise d'y aller, hein, mais voilà, c'est la solution réglementaire. C'est pas très cool, mais en vrai, les travaux coûteraient tellement cher et ils modifieraient tellement, en fait, les locaux à l'intérieur, parce qu'il faudrait que ça mange, surtout sur le côté, bah, que globalement, on peut pas se le permettre, quoi. Et tu avais une question de pourquoi est-ce qu'une maison de santé, ça serait plus cher? Bah, parce que c'est aux normes handicapées. Non, mais oui, pourquoi ce serait plus cher? Parce que souvent elles sont, bah, ça dépend, elles sont neuves, elles sont souvent, super bien équipées. Heu, voilà, ça permet de regrouper, pas mal de gens. Souvent, c'est des projets de SCI, voilà, c'est quand même des trucs, Des fois, il y a aussi des secrétariats qui font partie des maisons de santé. oui, Souvent, il y a un ascenseurs. accueil ou un secrétariat, donc il y a une personne qui est payée par la structure. Oui, donc il y a plein de choses qui font que les maisons de santé sont plus chères, effectivement. Déjà par oui, déjà, si le bâtiment a un ascenseur, déjà, hein, moi, ce que je disais, hein, c'est rien que ça, déjà, ça va monter le prix assez vite, hein. Et pour savoir, s'il y a une implantation d'une maison médicale, généralement, justement, ça, on se renseigne par rapport à la mairie. Parce que généralement, tous ces projets-là, de toute façon, il faut qu'avant, ils soient déposés en mairie, et pas mal de temps à l'avance. Donc généralement, c'est justement avec la visite en mairie qu'on peut avoir ce genre d'informations-là. Je ne sais pas s'il y a un site, en France qui regroupe, ce genre d'informations-là de façon publique. J'en doute. Donc non, souvent, c'est plus simple d'aller voir directement en mairie. Et puis généralement, les plans locaux d'urbanisme sont prévus sur des longues durées. Donc ça vous permet aussi de savoir s'il y a des zones, qui ont été prévues pour, des aménagements particuliers. Par exemple, si vous avez un parc en face, est-ce que, c'est une zone naturelle protégée, donc vous savez que le parc il bougera jamais? Ou alors est-ce que c'est une zone, qui est potentiellement, constructible et donc, que le parc qui est en face va se transformer en, je sais pas, un lotissement? Est-ce que c'est avantageux d'être en maison de santé avec des locaux partagés avec d'autres professionnels de santé? Je pense que c'est vraiment pas mal quand on commence, parce que ça donne pas mal de visibilité et
pour moi, le principal intérêt, c'est le côté pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on aura l'avantage de travailler avec d'autres professionnels de santé, et on va pouvoir, je veux dire échanger nos patients, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir, moi je peux dire: «Ah bah, en fait, là, dans ce cadre-là, c'est peut-être plus intéressant en plus de l'ostéo d'aller voir un kiné ou alors à la place», ça dépend du motif. Heu et de même, bah, un médecin peut dire: «En fait, là, je pense que c'est intéressant que vous alliez voir l'ostéo» et ainsi de suite. Donc c'est un moteur de développement de cabinet qui est quand même, pas du tout à négliger, hein. Mais il faut que Par ça contre, marche. C'est-à-dire ouais, il c'est-à-dire faut que bien s'entendre avec les autres gens de la ouais maison de santé et cetera. Donc ça, c'est pour ça et qu'il faut par une contre, période d'essai et il y a rien qui garantit. C'est-à-dire qu'il y a oui, rien qui garantit que le médecin, le kiné, l'infirmière ou autre vous envoie des patients. Ça, là, par contre, il faut vraiment partir du principe que potentiellement ils vont il y aura pas de transfert, en fait, en fait, il faut prendre en compte le meilleur des cas et le pire des cas dans chaque situation et il faut se dire: «Oui, j'aurai plein de patients grâce à eux» ou «Non, j'aurai, 0 patient, à cause d'eux». Enfin, il faut vraiment se dire ça parce qu'il y a plein de cas où en fait, vous êtes dans une maison de santé et en fait, c'est comme si vous étiez tout seul. C'est un peu chacun il y a des maisons de santé où c'est un peu chacun son truc, ça discute pas spécialement, et cetera. Donc il y a pas vraiment de synergie. Mais si vous êtes du genre à renvoyer des gens vers les autres thérapeutes et cetera, et que vous essayez de créer un tissu, professionnel au sein de ce ce cabinet pluridisciplinaire, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Mais encore une fois, c'est presque du bouche à oreille professionnel. Vous voyez, vous auriez été dans un cabinet à côté et que vous auriez, fait la démarche de venir les contacter et cetera, ça aurait peut-être tout aussi bien marché. Voilà, c'est sachant que, les professionnels qui sont dans une maison de santé peuvent changer. C'est-à-dire que même si, par exemple, ça marche très bien avec un médecin, il pourrait décider de partir et un autre qui le remplace qui vous aime pas du tout. Donc, je vous le souhaite pas, mais ça peut aussi arriver. Donc c'est aussi, quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on passerait pas sur la partie, budget prévisionnel? vas-y. Alors, je te laisse en parler? Ah oui. Alors du coup, la question maintenant, une fois que vous avez choisi à peu près le territoire et que vous avez deux trois locaux, en vue, le but c'est de savoir est-ce que c'est, possible de s'installer là? En fait, est-ce que c'est financièrement possible? Est-ce que j'ai les moyens, on va dire, d'y aller? Alors par contre, du coup, j'ai pas le contrôle de la souris éclairée. Oui. Là, on va vous partager à la fin, on a fait en tout cas un petit Google Sheets, un petit Excel pour vous aider, pour avoir une petite base, pour, réfléchir là-dessus. Et donc, on va faire dans l'ordre, les différentes étapes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc c'est pas très long. Et je vous laisserai lire tout le document après la présentation, comme ça vous pourrez vraiment voir tous les détails. Mais grosso modo, on va d'abord se poser la question, quels sont mes capitaux de départ? Quelle est la quantité d'argent que j'ai dans mon compte en banque et combien je peux en avoir disponible pour faire mon installation? Parce qu'une installation, ça va forcément coûter un peu d'argent. Installation ou par exemple, ça marche très bien aussi, par exemple, pour louer le caravane, enfin le caravane, le camping-car. Donc il faut se poser la question: «Combien j'ai d'argent? Combien je peux en avoir? De dons familiaux, par exemple, de crédits bancaires?» Et si j'ai un crédit, j'ai mis un petit espace à côté pour le coût du crédit, la durée, pour savoir combien à l'année ça va coûter. Donc là, on a un total, donc là, j'ai mis un exemple, 16 000, mais vous pouvez mettre 0 si vous avez 0, 6 000 si vous avez 6 000, et cetera. Ça va vous indiquer aussi combien il en faudra d'argent en fonction de comment vous vivez. On poursuit Ensuite, le projet. la question qu'il faut se poser, c'est, combien d'argent il vous faut-il pour vivre? Sachant que globalement, si on s'installe, c'est quand même qu'on veut vivre de sa passion, on veut vivre de l'ostéopathie, mais combien il vous faut? Et donc là, le but, c'est de mettre: «OK, j'estime le loyer être à tant, le coût de l'énergie, le chauffage et cetera, ça va être ça». Donc là, vous avez une petite liste que vous pouvez, mettre ce que vous voulez, vous pouvez en augmenter. Donc là, mention spéciale pour les vacances et les congés. Je pense que, il faut je précise juste, si vous quand en tant que libéral, quand on part en vacances, c'est un petit peu double peine, dans le sens où on paye les vacances et en même temps, il faut aussi prévoir de l'argent pour se payer, le mois où on part en vacances. Donc il faut quand même mettre de côté, ouais, mettre de côté pour quand même pouvoir payer le loyer le mois où on part en vacances. Donc là, voilà, j'ai un total. Ici, vas-y, on remonte un petit peu. Là, j'ai par exemple 1 119 € à avoir impérativement, chaque mois pour pouvoir payer tout ce dont j'ai besoin.
Vous avez à disponibilité parfois des aides, le RSA par exemple, ou l'aide à l'activité, prime à l'activité. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation si vous y avez droit ou pas. Et j'ai mis une petite case, juste comme ça pour tout à la fin. Quel revenu vous souhaitez avoir à moyen terme? Genre au bout de 2, 3 ans, quel revenu vous voulez avoir en tant qu'ostéopathe? Voilà, si tu peux descendre. Ensuite, la question à se poser, c'est quelles sont mes sources de revenus? Alors, en tant qu'ostéopathe, si vous n'avez pas d'autres professions, d'autres casquettes, ça va être assez limité. Forcément, ça va être des consultations d'ostéopathie. Et pour ça, bah, quand vous vous installez, vous avez vos honoraires. Donc là, j'ai mis à 50 euros, mais vous pouvez mettre 55, 60 en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Les autres façons d'avoir des revenus, c'est d'être soit remplaçant, soit collaborateur. Et là, j'aurais pu rajouter encore un truc, c'est par exemple travailler en entreprise. Ça peut être aussi une autre source de revenus. Donc là, pour les remplaçants et collaborations, je vous ai fait un petit Excel qui met le chiffre d'affaires, la rétrocession. Comme ça, vous avez exactement là, le total pour vous qui est calculé. Donc, si vous avez 40 patients en collaboration et en remplacement, vous avez 1 590 euros ce mois-ci. Et donc, je vous conseille vraiment au début de regarder les remplacements et les collaborations parce que ça va un peu vous rassurer, vous sécuriser au niveau des fins de mois, en tout cas. Ça sera beaucoup plus facile et ça va vous permettre également de vous faire la main au fur et à mesure. Et de voir aussi comment travaillent les autres professionnels. Tu peux descendre. Donc ça, là, on va utiliser ces revenus-là pour ensuite faire le budget. Donc ensuite, une fois que vous avez estimé combien vous pouvez gagner d'argent, comment vous allez gagner de l'argent, maintenant, il faut savoir quelles sont vos charges. Les charges, c'est globalement toutes les dépenses qui vont être liées à l'entreprise. Donc, vous avez des charges fixes qui sont régulières, et dans ces charges régulières, vous en avez certaines qui sont obligatoires quand vous vous installez. Donc là, c'est un loyer, mais si on prend un camping-car, ça va être l'essence, l'assurance, le prêt du camping-car, ce genre de choses. Donc là, si on revient sur un cabinet classique, vous avez le loyer, l'assurance, la RCP, l'énergie, le téléphone, le compte bancaire, la CFE, et si vous avez un crédit bancaire, ben, il va falloir forcément payer le crédit bancaire. Donc là, dans ce Excel, vous avez vu, hein, soit vous pouvez mettre le montant par mois, soit le paiement annuel. Voilà, c'est peut-être plus simple. Donc vous pouvez choisir l'un des deux. Ensuite, si tu descends, on a des charges non obligatoires. On n'est pas obligé de les avoir pour fonctionner, mais c'est quand même parfois mieux de les avoir. Donc il y a Internet, les agendas en ligne, les logiciels de gestion de cabinet, de comptabilité. Alors comptabilité, petite note, ça devient quand même obligatoire si vous êtes en régime réel. Voilà. Donc, site internet, secrétariat, les consommables, genre d'examen. Voilà. Sachant que, vu que maintenant la démographie, la densité, c'est quand même assez tendu, agenda en ligne, si vous prenez Doctolib, ça coûte quand même 1 500 € et encore, ça c'est le tarif, c'est le tarif de 2023. l'année dernière. Je crois que maintenant ils augmentent encore. Donc voilà, ça commence à coûter cher. Voilà, donc ça, faut voir que là, les charges de Doctolib commencent à peser sur une année. Donc ça, c'est toutes les charges. Vous avez le total du coup des charges sur une année, hein, ça devient quand même 10 442 €. Et là, tout ce que j'ai noté, ça devient 870 € par mois. Après, du coup, à vous de gérer qu'est-ce que vous êtes prêt à payer ou pas, hein. Donc là, c'est vraiment un exemple qui est mis. Donc là, on va maintenant rentrer dans le dur, dans le budget. Donc là, c'est le budget, on va le prendre sur 12 mois, sur une année entière. Alors, Oups. remonte un tout petit peu plus haut pour que j'explique. Ouais, oui, je suis allé un peu vite, mais la molette, elle me fait des Ouais, petits c'est un peu lent discours. sur le slide. Donc, on va partir du solde que vous avez en début de compte au début du mois. Donc là, le premier mois, ça va être forcément votre apport, ce que vous avez sur votre compte en banque, donc avec tous les crédits, etc. J'ai 16 000. Mais si vous n'avez pas, vous mettez juste 0 au début pour pouvoir ensuite, à la fin, savoir combien il vous faudra. Ensuite, vous mettez une grosse estimation à la louche de la quantité de patients que vous pensez avoir au premier mois. Donc voilà. Moi, j'ai mis quand même quelque chose qui évolue. Franchement, au début, vaut mieux souvent dans ces simulations faire plutôt le pire. Enfin, faut se dire, c'est pas quelque chose, faut pas mettre des chiffres genre 40, 60 tout de suite. C'est super si vous l'avez, mais et en plus, si vous l'avez, finalement, il n'y a même plus besoin de budget prévisionnel parce que ça va tourner. Ici, le budget prévisionnel, c'est surtout pour prévoir est-ce que c'est possible, même si ça va pas trop bien. Voilà, ça c'est vraiment ça, c'est se protéger finalement, faire ce genre de budget. Donc là, combien j'ai de patients? Donc 4, 8, 15, 25, 30, 30. Et après, parfois, on peut stagner à un moment donné. Donc j'ai continué sur 30, 30, 28, 35, 40, voilà. Donc ne pas trop monter trop haut, même si c'est super cool si ça monte vite.
Ensuite, du coup, ça vous calcule le chiffre d'affaires. Je vous ai pas dit d'ailleurs, je vais un peu vite, mais je vous ai pas dit, sur ce Excel, vous avez juste besoin de remplir ce qui est dans les cases blanches. Tout ce qui est cases colorées, globalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher, c'est des trucs automatiques. Donc, les cases blanches, donc là, vous voyez, c'est le nombre de patients. On a le chiffre d'affaires, donc là, le premier mois, c'est 1 790 € et essentiellement grâce au remplacement et collaboration. On continue, on descend. Ensuite, on récupère les charges qu'on a mis en haut. Donc, c'est les charges fixes qu'on a fait. Ah ouais, tiens, tu peux dézoomer peut-être. Je m'attendais à mieux, mais bon. Ouais. Donc là, on a les charges fixes qu'on récupère. À cela, on rajoute le revenu, à combien on doit se payer. Et ensuite, les charges sociales, impôts. Donc là, les charges sociales et les impôts, je les calcule pareil à la louche. Donc j'ai mis un pourcentage, j'ai mis 40% de votre chiffre d'affaires. Mais si vous voulez des chiffres précis, j'ai mis un petit lien sur notre simulateur de revenus où normalement, si vous mettez le nombre de patients et la quantité de charges, donc là que vous avez finalement, 870, vous allez avoir le montant exact des charges sociales et de l'impôt qui va vous être comptabilisé. Et ensuite, vous avez des charges occasionnelles qui sont juste au début. Par exemple, vous voulez faire des coups de peinture, des travaux de rafraîchissement, donc 300 €, des meubles, des cartes de visite, une table de pratique. Voilà. Ça va rentrer dans vos charges. Donc le premier mois, donc ça faisait le total des dépenses. Le premier mois, forcément, là, avec toutes ces charges du début, les tables, bah, ça va être bénéfice négatif. Donc forcément, en 16 000 moins 3 216, voilà, bah, ça fait 12 784. Et ensuite, au fur et à mesure des mois, bah, ça évolue, bien ou pas bien. Et donc, on voit qu'à la fin, ça a tendance à être au vert. Si c'est au vert, c'est plutôt cool. Ça veut dire que on fait du bénéfice, et ça veut dire qu'on a une petite croissance. Et le but, finalement, c'est d'être toujours dans le positif, finalement, au niveau du total du compte à la fin du mois. Et si vous avez mis 0 au début, c'est forcément négatif. Et vous avez juste besoin de mettre ce chiffre négatif dans l'apport pour que ça fonctionne. Voilà, pour être à l'équilibre. Le but, c'est d'être à l'équilibre et d'avoir finalement une croissance au bout de 1, 2, 3 ans, que ça monte au fur et à mesure. Je vous ai mis à la fin des informations sur la simulation. Vous avez mis un revenu minimal au début de la feuille Excel. Et du coup, là, ça vous estime à peu près, encore une fois, le nombre de patients qu'il faudrait pour être à l'équilibre au niveau sans remplacement, sans collaboration, hein. Donc là, par exemple, il faudrait un peu plus de 60 patients pour avoir ce salaire-là. Et si vous voulez avoir le revenu souhaité, il faudrait un peu plus de 80 patients dans votre cabinet pour avoir le revenu que vous voulez. Encore une fois, ici, c'est vraiment une simulation sur Excel. Les calculs ne sont pas aussi bien bons que sur notre simulateur à nous. Donc, si vous voulez savoir combien il faut de patients pour avoir telle somme d'argent, je vous conseille d'aller voir sur le simulateur pour le faire. Ensuite, juste pour un tout petit peu plus haut, Clément, Ouais. un détail important, et ça va se voir aussi sur le simulateur, mais si vous avez plus de vos charges, c'est plus que 12-14% de votre chiffre d'affaires, ça se trouve, il faut envisager le régime réel. Les micro-entreprises, si vous dépassez un certain pourcentage de charges, vous perdez de l'argent. Vous pouvez perdre même plus de 1 000 € sur l'année. Donc, voilà, en début, quand on s'installe, 1 000 €, c'est pas mal quand même. Donc voilà, ça, j'ai fait l'erreur moi personnellement, donc je vous invite à pas la refaire. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, est-ce que le projet est réalisable? Donc, on s'assure que le solde à la fin du mois soit toujours positif. Et si il ne l'est pas, vous avez plusieurs leviers à votre disposition pour le rendre positif. Soit vous pouvez changer les honoraires. Donc, vous êtes, pour l'instant, on a mis 50 €, mais vous pouvez mettre 55 ou 60 si la zone le permet. Vous pouvez changer le montant de vos dépenses. Vous pouvez couper Doctolib, par exemple, ou vous pouvez, je ne sais pas, diminuer la quantité d'argent dépensé pour tel ou tel service. Vous pouvez diversifier vos revenus, donc c'est ce qu'on a déjà fait dans l'exemple, avec la collaboration ou le remplacement, ou sinon avoir plus de capitaux. Ça veut dire emprunter un peu plus à la banque ou en tout cas avoir de l'argent d'une autre source à un moment donné.
Et voilà, c'est globalement tout sur le budget prévisionnel et je pense que Clément, tu veux ajouter des précisions. Oui, là-dessus, moi, je rajouterais quelques trucs. L'idée, en fait, de ça, c'est de savoir effectivement où est-ce qu'on va. Ça peut vous être demandé, pour justement si vous demandez des crédits ou si vous demandez, dans certains cas, pour certains loyers, quand vous allez demander un local. On peut vous demander un budget prévisionnel ou on peut aussi vous demander un business plan, qui est, pas tout à fait la même chose, mais qui vous permet justement de lister un peu c'est quoi vos sources de revenus, vos différents, moyens d'action dessus et cetera. L'idée, c'est justement d'être très clair sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Hem Et j'avais une autre idée en tête et elle est partie. Si je vais t'aider, c'est que globalement, c'est des estimations et qu'il faut Oui, vite se raccorder au réel. C'est ça que tu voulais dire? effectivement. Je crois que je l'ai mis sur une slide après, mais en gros, l'idée, c'est que c'est bien pour commencer, mais il faut jamais oublier que ça reste, une simulation, et plus vite, vous remettez ça par rapport à ce qui se passe en vrai, mieux c'est. C'est-à-dire que, si ça se passe mieux que ce que vous avez prévu, bah, tant mieux. C'est-à-dire qu'on est sur une bonne lancée. Si par contre ça se passe moins bien que ce qui était prévu, là justement il va falloir se dire: «OK, combien de temps, je peux me permettre d'être dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire changer la situation?» Et en fait ça vous permet aussi, justement avec ce budget prévisionnel, si vous avez par exemple, vous savez que vous avez, 1 an de capitaux et que même si pendant un an ça marche pas super bien, vous avez le temps de réfléchir et de vous poser et de prendre vraiment le problème, tranquillement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger parce que si, vous avez mal prévu votre budget et que en fait, vous êtes trop stressé parce que vous dites: «Ça marche pas», vous allez commencer à faire des mauvaises décisions, parce que vous allez plus réfléchir, de façon très rationnelle. Donc en fait, ça permet surtout, de descendre un peu sur terre et de vraiment poser les choses et de prendre le temps de faire les bonnes décisions. Oui, souvent, on conseille, même minimal, au moins 2 3 mois de trésorerie. N'importe quelle entreprise, en fait. C'est 2 mois de trésorerie et heu et ça typiquement, bah, rien qu'avec le période covid, ça a vite montré que c'était important d'avoir ça. Parce que les entreprises en Chine qui avaient très peu de trésorerie pour tenir, ben, elles ont bien coulé et en France, c'était pareil. C'est-à-dire que si dans votre compte en banque, en tant qu'ostéopathe, vous aviez pas un tout petit peu de trésorerie pour payer les loyers qui, eux, n'étaient pas en pause. Il y avait rien qui était en pause, hein. Tout le monde continuait à débiter, de l'argent, du compte, hein. Bah, du coup, même l'URSSAF l'URSSAF, ils ont juste décalé. Donc c'était pas spécialement cool. Ils ont juste décalé, heu, donc heu donc c'est important d'avoir une sorte de sérénité dans le sens où, OK, j'ai emprunté de l'argent, mais voilà, je suis bien, je vais pas avoir des agios, je vais pas être dans le négatif, je vais pas c'est bon, j'ai encore de l'argent, voilà et je peux faire des investissements dans le sens où, des fois, c'est bête, mais s'il faut faire une formation ou s'il faut, je sais pas, payer Doctolib tiens, je me dis: «Tiens, j'hésite pour Doctolib, mais ça coûte trop cher, je vais être trop ric-rac sur mon budget» et cetera. Alors que vous savez que dans votre zone Doctolib, c'est méga important ou peu importe, n'importe quel autre, investissement, qui pour vous serait important, bah, vous prendrez peut-être une décision, trop basée sur le fait que vous avez pas assez d'argent et ça c'est bah, du coup, ça peut être un problème pour la croissance en tout cas des cabinets. Ensuite, on a mis une petite, slide pour parler un peu du contexte professionnel, donc ça on va dire le contexte de là où vous installez. Ça rejoint un peu la carte qu'on regardait tout à l'heure par rapport, donc combien vous allez avoir de collègues ostéos, mais c'est aussi intéressant de regarder plus largement au niveau du tissu professionnel, combien est-ce qu'il y a de kinés, combien il y a de chiro, d'éthiopathes, combien est-ce qu'il y a de praticiens de certains types de spécialités. Ça peut vous permettre, d'avoir justement une analyse un peu plus fine. Par exemple, si, vous installez dans un endroit, mais qu'il y a, 3 ostéos et qui sont spécialisés sur la périnatalité, mais que c'est pas votre cas, finalement, leur présence va pas vraiment, poser de soucis à ce que vous vous installiez parce qu'en fait, vous ne travaillez pas sur les mêmes types de population. Donc tout ça, voilà, c'est à prendre en compte, tant sur la partie, collaboration avec certains professionnels que potentiellement concurrence, par exemple avec des chiros, des éthios, qui par exemple pourraient avoir justement le même type de population que vous. Donc voilà, c'est des petits points de retouche en plus, que vous pouvez prendre en compte, quand vous faites, cette analyse-là. Et d'ailleurs, ça peut on l'a pas dit, du coup, on a un peu zappé.
Mais ce que Kevin vient de dire, ça peut aussi marcher en filtre macro ou micro, pratiquement. C'est-à-dire que c'est quel type de patient vous allez avoir. Si, admettons, vous voulez absolument travailler sur des athlètes de Formule 1 ou de pilotes automobiles ou, je sais pas, de rugby. Ben forcément, si vous voulez travailler sur des rugbymen, ben, va falloir aller là où ils sont. Donc, Clermont-Ferrand, Pau, Castres, Toulouse, enfin, plutôt du sud-ouest. Et bon, il y a quand même un peu dans le nord aussi, mais voilà, donc faut aussi se donner quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez, vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers d'ailleurs? Ou est-ce que vous voulez vous spécialiser des périnatalité, ce genre de choses, ou peut-être senior, et faire beaucoup plus dans les maisons de retraite, et vous allez faire peut-être des formations sur gériatrie, etc. Ouais, tout ça, c'est des choses à prendre en compte et qui, du coup, vont dans les préférences du début. Voilà. Et qui peuvent changer aussi la donne dans l'endroit où vous allez vous installer si c'est des trucs régionaux. Et puis dernière petite astuce sur la partie visibilité sur internet. Donc ça, c'est de regarder un peu, voir est-ce que les gens localement, est-ce qu'ils travaillent encore au bouche à oreille ou est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser internet? Donc déjà voir est-ce qu'il y a des référencements des autres praticiens, sur la ville qui vous intéressent. D'ailleurs à ce sujet, il faut toujours passer en navigation privée, si vous faites cette recherche-là pour pas avoir de biais, par rapport à votre historique Google, surtout si vous recherchez pas mal de villes et pas mal de zones. Et regardez, voilà, est-ce que les autres praticiens localement, ils ont, par exemple, une page Google My Business ou pas? Tout ça est à prendre en compte, pour voir justement si vous pouvez vous différencier sur un de ces aspects-là. Et oui, et par exemple, Clément, une visibilité sur Internet, exemple tout bête, mais s'il y a une zone où il y a pratiquement que des vieux ostéos et qui fonctionnent qu'au bouche à oreille, et il n'y a aucune visibilité sur Internet, ben, potentiellement, ça peut être un endroit où vous pouvez vous installer parce qu'à terme, les ostéopathes, ils vont forcément prendre leur retraite à un moment donné. Mais bon, ça, il ne faut pas trop monter dessus là-dessus non plus. Mais ça veut dire que les nouveaux patients qui n'auront peut-être jamais entendu parler de ces personnes-là, bouche à oreille, ils vont regarder sur Internet et vous allez pratiquement être le seul. Donc, forcément, vous allez peut-être capter plus les nouveaux patients qui ces nouveaux patients qui vont construire finalement votre nouveau bouche à oreille. Voilà. Et pareil sur les avis Google Maps. Alors ça, j'y ai pas pensé. C'est grâce à Maximilien Vergniaud, dont on va parler juste après. Donc je lui donne le crédit à ça, qui, d'une façon très maligne, en fait, bah, il regarde lui par exemple, il donne le conseil de regarder aussi les avis Google Maps, c'est-à-dire combien il y a d'avis. Est-ce que c'est une zone hyper dense en personnes qui font des avis à 100, 150 avis sur Google, ou est-ce qu'il n'y a personne qui a vraiment d'avis dans cette zone? Parce que ça peut faire la différence au bout d'un moment de s'installer dans une zone où vous serez un peu la référente sur Internet. Donc c'est assez cool, enfin c'est assez intéressant en tout cas de regarder aussi cet abord-là. Donc ça, on parle plus trop de cabinet, là, on parle plus trop d'installation en termes de locaux. Là, c'est plus l'installation en termes de visibilité, de vitrine Internet. Là. À ce sujet, ce qui peut également vous intéresser, c'est un article qu'on avait publié sur notre blog, il y a maintenant, je crois, 2 ans, sur justement, on avait fait passer un sondage à des ostéos installés depuis un certain temps, et donc ils ont répondu sur les erreurs qu'ils avaient fait quand ils étaient installés ou en tout cas ce qu'ils ne referaient plus, s'ils devaient s'installer aujourd'hui. C'est assez intéressant à les lire. On a fait une analyse de leurs réponses et on les a classées par catégorie. Mais vous pouvez également lire les réponses, brutes, donc vraiment ce que les gens ils ont écrit, verbatim, et c'est assez instructif, parce qu'effectivement, vous voyez que des fois, ce qui a marché pour une personne n'a pas du tout marché pour une autre. Il y en a par exemple qui vont dire, «Pour moi, le cabinet pluridisciplinaire, c'était super», d'autres vont dire: «Bah, j'ai une très mauvaise expérience», comme Conrad par exemple. Mais voilà, suivant le contexte, le même levier peut avoir des résultats complètement différents. Donc voilà, c'est toujours à recontextualiser, à reprendre en fonction de votre situation. Là, tu peux montrer, je pense, un petit peu le truc, non parce que je vois pas, moi. C'est, Alors si je vais sur publication, hop, voilà. Normalement, vous voyez ma page. Oui, tout à fait. Oui, on la voit. Donc voilà, c'est par catégorie. On a cartographié, enfin on a fait une carte enfin un graphe pour différencier un peu différentes catégories. Donc ça peut être, la communication, entre professionnels, donc entre ostéos,
avec d'autres professionnels ou au sens plus public, des problématiques, on va dire, liées vraiment au local et au cabinet, ou après c'était au niveau des connaissances, que ce soit au niveau administratif, juridique, compta ou sur de l'expérience. Voilà. Ouais et vas-y et tout ce qui est, moi ce que j'adore là-dedans, moi, c'est surtout le spreadsheet, du coup la feuille Excel. J'adore parce que c'est vraiment brut de chez brut, hein. Il y a des trucs, faut pas trop les dire, mais il y a des malins qui ont mis des réponses un peu fausses. Mais voilà, là franchement, c'est moi j'aurais, surtout, je vous conseille de lire vraiment les trucs bruts parce que ça vous indique aussi, ce que les gens ils ont pu essayer, pu faire, et qui finalement ils ont regretté de pas avoir fait ou d'avoir fait, ici. Voilà. Donc ça c'est vraiment, le gros truc. On a été surpris par pas mal de choses avec, là-dessus. Oui. Et ça, c'est un peu ce que je disais déjà tout à l'heure. Donc voilà, faut toujours prendre en compte le fait de réajuster le cap en fonction des éléments de la réalité du terrain. Donc ça peut être, faire un point à intervalles réguliers, que ce soit peut-être tous les mois ou en tout cas, généralement, quand vous faites votre compta, ce sera déjà un petit point, pour faire ce réajustement s'il y a besoin. Hem, L'idée, c'est vraiment de réévaluer pour voir si ça tient la route ou pas et comme on en a parlé déjà tout à l'heure un peu, quels sont les leviers potentiellement pour faire évoluer la situation dans le bon sens s'il y a besoin. Et il faut aussi prendre en compte l'effet des coûts irrécupérables. Des fois, c'est de se dire enfin, c'est un peu potentiellement de se dire, il faut se laisser une porte de sortie, dans le sens où, si par exemple on a déjà investi, supposons que j'achète justement un Camping-car? un camping-car pour faire, de l'ostéopathie itinérante et que je me rends compte que finalement ça marche pas du tout. Le coût l'effet des coûts irrécupérables, c'est de se dire: «Bon, en fait, j'ai déjà investi tellement, je peux pas faire autrement, il faut que je continue». C'est aussi intéressant de se poser ça comme question au début quand on fait le projet, c'est de se dire: «OK, si ça marche pas en tant de temps et que j'ai fait tout ce que je pouvais pour, faire changer le cap, mais que ça ne change pas», c'est d'un moment de se dire: «Bah, en fait, j'arrête». Hem, c'est souvent une décision qui est assez difficile à prendre, mais si on la prend d'avance, ou en tout cas si on a commencé à y réfléchir d'avance, c'est plus facile que des fois d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui marche pas, quoi, malheureusement. Et là, c'est intéressant du coup de se faire un calendrier un petit peu, des différentes actions qu'on peut faire. On voulait le faire, mais je pense qu'on n'a pas eu le temps, hein, on n'a pas eu le temps de le Oui. faire. Un calendrier où par exemple, vous mettez, quand vous vous installez, puis ensuite, OK, il faut prendre l'assurance, faut prendre tout ça, donc toutes les actions, qu'il faut faire. Et ensuite vous vous dites: «OK, dans 3 semaines, j'ai fait toutes les cartes dans 2 semaines, je fais toutes les cartes de visite, machin. 3 semaines à semaine à S+3, je fais tous les contacts, courriers des médecins. S+4, je fais tous les contacts courriers kinés. S+5, même avant, semaine 1 ou 2, je contacte les ostéos. Ensuite, à 1 mois, je vais dans les maisons de retraite, à côté. Tchac, suivant, je fais le truc. Si c'est écrit et si c'est noté dans votre calendrier, en fait, vous allez passer à l'action beaucoup plus facilement que si vous vous dites: «Ah oui, tiens, il faut que je fasse ça et je vais peut-être le remettre au lendemain, peut-être». Voilà et en final, on se retrouve à soit ne pas le à soit le faire à moitié, soit pas le faire du tout. Donc je vous encourage vraiment à mettre ça sur un calendrier et de vraiment s'y tenir parce que ça, finalement, c'est un des élé vous quand vous regarderez les erreurs, vous remarquerez que c'est surtout les erreurs de communication qui sont faites avec, le réseau interprofessionnel et intraprofessionnel. Donc, ça, c'est méga important et de se dire: «Bah, tiens, dans mon calendrier, comment ça se passe?» Bah, moi, par exemple, j'aime bien les lettres. J'aime bien les lettres. Le téléphone, moi, je faisais par téléphone et sur Cast, autant sur l'île, quand je me suis installé sur l'île, j'avais, une bonne réussite. Sur les 8 ostéos qu'il y avait dans mon truc, il y en avait genre 5 qui m'ont ou 4 ou 5 qui m'ont accepté, qui m'ont eu au téléphone et je suis même allé les voir. Autant à Castres, ça a pas marché du tout. À Castres, au téléphone, j'ai eu un kiné-ostéo qui était super content de m'avoir au téléphone, parce que visiblement personne ne l'avait contacté. Donc lui, il était méga content. C'est trop dommage qu'il partait à la retraite, hein, mais il était super content. Il y avait, et surtout, il y avait des jeunes qui m'ont dit: «Ouais, OK, on va se voir». En fait, c'est ceux qui s'installaient au même moment que moi et qui finalement avaient quand même, 7-8 ans de différence, qui ont bien voulu me rencontrer dans leur cabinet ou autre. Les autres, ceux qui sont de ma génération, de ma promotion finalement, 2012-2013 et qui sont là depuis 10 ans,
bah, finalement, ils ont tous, soit ils ont pas répondu au bout de 3 appels, bah, j'ai abandonné, soit, bah, il y avait un rendez-vous et ils l'ont annulé au dernier moment. Voilà, c'est un peu grosse déception, quoi. Donc moi et maintenant quand moi je reçois des courriers, je suis plutôt content. C'est-à-dire, ouais, je vois le courrier, bon OK, il a voulu se présenter, des fois j'ai le temps de répondre, des fois non. Si j'ai pas répondu, c'est pas grave en fait. C'est ça le truc, c'est que si vous avez pas de réponse, enfin, faut pas se dire que: «Oh là là, il y a un truc qui va pas» ou autre, hein. C'est juste que des fois les gens, ben, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai posé la lettre sur le côté et puis, et puis j'ai revu 2 mois après et je me suis dit: «Mince, c'est un peu tard pour répondre». Du coup, je le fais pas. Voilà, du coup, chacun, on va dire, a ses petits blocages. Mais bon, voilà, là, typiquement, c'est trop dommage, j'aurais dû répondre tout de suite. Malheureusement, j'avais pas le temps sur le moment. Mais je préfère, moi, personnellement, je préfère les lettres. Et ce que je préciserai là-dessus, c'est vraiment important de se présenter, même si on n'a pas de réponse et que ça peut sembler décourageant. Ce sera toujours, toujours bien mieux perçu de s'être présenté une première fois par lettre ou par téléphone ou n'importe quel moyen, que de ne pas s'être présenté. En fait, le fait de ne pas se présenter, c'est souvent quelque chose qui est reproché, alors que si vous êtes présenté, mais que la personne n'a pas répondu, en fait, la balle est dans son camp et c'est elle qui a pas répondu. Donc, en fait, la responsabilité après de le non-établissement d'une meilleure relation, elle vient de elle et pas de vous. Alors que si vous vous présentez pas en arrivant et que les gens sont surpris de vous voir vous installer, souvent c'est vraiment beaucoup moins bien perçu. Ah, et puis et c'est un problème parce que, par exemple, moi, à Castres, je me suis installé il y a 4 5 ans. On était 22, 21 à Castres, en ostéo. Maintenant, on est 30. C'est quand même 50 de plus et j'ai reçu qu'1 ou 2 lettres. Voilà. Même pas, hein. Je crois que j'en ai reçu qu'1 et par contre, je reçois des lettres de chirurgiens ou je ne sais pas, trucs de podologie, donc qui finalement, je j'ai pas de contact avec eux, et ils me disent: «Bah, voilà, le chirurgien, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, voilà, et voilà l'info». Du coup, je sais qu'il y a ce mec-là est remplacé. Par contre, je sais pas qu'un confrère s'installe. Voilà, c'est assez triste au final. C'est assez triste. Bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hem, Là, on vous a mis toute une suite de choses, qui vous permettent d'approfondir justement le sujet de l'installation. Je pense qu'on je vous enverrai ça par lien, comme ça vous aurez la une référence si besoin, pour plus tard. On a 3 éléments un peu à vous présenter. Il y a les vidéos de Maximilien, qui est là dans la conférence, qui a fait des Ah, il est super vidéos parti. sur l'installation. Il était là au début, mais il a dû partir. OK, bon et ben, en tout cas voilà, il a fait des super vidéos sur la partie installation, donc vous verrez, il y a la première qui est très bien, et après il y en a toute une suite, qui sont très complètes, justement sur tous ces sujets-là. Il aborde d'autres choses que nous, mais voilà, je pense qu'avec tout ça, vous êtes parés. Ensuite, on vous recommande, Flavie Gabouty, pour du suivi sur mesure. Donc ça, c'est pour le cas où vous souhaiteriez voir avec vraiment quelqu'un en particulier, pour avoir du suivi, on va dire, c'est un peu comme du coaching, c'est-à-dire que vraiment on vous aide, à intervalles réguliers à C'est de voir comment l'accompagnement, développer Karine. votre cabinet. C'est de l'accompagnement. De C'est pas du coaching. l'accompagnement, voilà. Hem Et c'est super bien, donc on vous les recommande. Et à ce sujet-là, donc c'est une des elle a cofondé, ce qui s'appelle Cookie Learning. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si en tant qu'étudiant vous ne connaissez pas ou en tant que professionnel vous ne connaissez pas, il y a énormément de podcasts et de contenus gratuits super intéressants chez eux. Donc on vous encourage à aller voir ça. Et pour ce qui est développement d'entreprise, surtout si vous êtes dans la partie sud, donc vers Montpellier, tout ça, il y a Haro France qui permet de faire de l'intervention d'entreprise. Donc potentiellement, ça peut vous permettre aussi d'avoir un revenu complémentaire quand vous vous installez, en faisant de l'intervention d'entreprise. Et à la fin, on vous parle de nous. Donc notre objectif, nous, c'est de vous accompagner dans la partie vraiment clinique, vraiment de vous aider pour la prise de notes et pour la clinique en tant que telle. Donc nous, on a un logiciel qui vous permet justement de prendre des notes facilement, avec tout un système de raccourcis et où vous pouvez voir comment les autres praticiens travaillent. Je pense que c'est la partie la plus intéressante. Hem Et en fait, ça vous permet justement de là, j'ai lancé Play, donc vous pouvez voir un peu comment ça se passe. Mais vous avez plein de systèmes qui vous permettent d'avoir des raccourcis pour noter plus vite, donc d'avoir des dossiers beaucoup plus complets. Et tous ces raccourcis sont personnalisables et vous pouvez les échanger avec les autres thérapeutes. Donc voilà, ça peut vous faire gagner plein de temps et je pense que voir comment les autres, praticiens travaillent dans les différentes disciplines
Par exemple, il y a des gens qui vont être très bons en pédiatrie, qui vont partager leur façon de prendre leur anamnèse. Vous avez des gens qui vont être très orientés sportifs, qui vont partager comment eux font leurs anamnèses. Donc vous pouvez aller consulter les questions qu'ils posent, voilà, vraiment ce qu'ils font dans leurs consultations et c'est super intéressant. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Si vous ne savez pas aussi, on fait, des jeux pour la révision. Donc, nous, on avait fait une formation il y a 1 an avec, Laurent Fabre, sur les neuropathies et on était un petit peu nuls en dermatome et en territoire sensitif. Donc on a fait un jeu pour revoir tout ça, en s'amusant et faire en sorte qu'on ne les oublie plus. Donc voilà, ça c'est pareil, un petit défi, tous les jours, il y a un défi qui est le même pour tout le monde. Donc vous pouvez, si vous voulez, faire des challenges avec vos amis et vos potes de promo. Vous avez le simulateur donc que je vous enverrai avec le spreadsheet dans lequel il y a le bilan prévisionnel. Vous avez des liens vers ce simulateur-là. On a essayé de le faire le plus simple possible. Il y a que 6 cases, à remplir, et ça vous donne justement, le statut, d'entreprise libérale le plus intéressant. Donc ça vous permet vraiment de savoir quand est-ce que c'est intéressant de passer d'un statut à un autre et justement, c'est à jour par rapport aux impôts et cetera. Donc vous avez normalement des chiffres qui sont bons, sachant que c'est un rythme de croisière. Donc c'est si vous avez ces revenus-là de façon régulière, vous avez ces valeurs-là qui sortent. Les premières années, il faut prendre en compte qu'au début, vous aurez des taux forfaitaires qui seront rééquilibrés au bout de la deuxième ou troisième année. Mais voilà, normalement, avec un simulateur aussi simple, vous devriez pouvoir vous en sortir, et avoir les bonnes informations. Et ensuite, je voulais montrer déjà un petit peu aussi, on a tout un blog, sur lequel on met, des articles, qu'on fait le plus sourcés possible et utiles. Vous verrez qu'il y a donc, les erreurs d'installation, il y a quand est-ce que les patients recherchent le plus des praticiens. Donc c'est quand est-ce qu'on peut mettre des créneaux, de disponibles dans l'agenda en ligne, quand est-ce qu'il faut être disponible, voilà, pour les urgences et cetera. Et après, vous avez des BD sur, des pathologies. Donc par exemple, des BD sur les neuropathies, des BD sur, les sciatiques et cetera. Je pense que ça peut vous aider, en tant qu'étudiant et en tant que, praticien, installé. Ça fait toujours du bien de faire une petite révision. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à les faire et ça m'a bien aidé. Et vous avez aussi, des petits jeux cliniques. Donc par exemple, un clinique avec, en mode, story, où vous répondez comme s enfin, il y a le patient qui vous répond et vous posez des questions et à la fin, il faut arriver sur un diagnostic. Bah, je vous avoue, ouais, hésitez pas à regarder la dernière BD de Tom Jason, elle est vraiment très bien. Moi, j'ai appris pas mal de choses et franchement, en clinique, moi, là, ça m'aide. Donc, Bah, là, prochainement, normalement, je fais une BD aussi sur le syndrome de la queue de cheval et un arbre décisionnel, pareil qui a été fait par Tom Jason, qui devrait sortir la semaine prochaine. Allez, si je suis motivé. Sinon, peut-être la semaine d'après. Mais, voilà, je pense que ça vous aidera aussi pas mal, pour la clinique. Mais voilà, nous, vraiment, notre objectif, c'est de faire en sorte que la clinique soit la plus pratique possible, et que vraiment, ça tout le contenu qu'on fournit et tous les outils qu'on fait en termes de logiciels, ça vienne vous aider dans votre pratique clinique. Donc voilà, on a plein de ressources gratuites, tant que vous êtes étudiant, normalement, tout ce qu'on fait est gratuit et accessible gratuitement et ensuite, si la partie logicielle vous intéresse, il y a une offre d'essai où vous avez 100 dossiers et 100 factures, que vous pouvez faire, comme ça. Donc, si vous êtes à 50 €, vous pouvez déjà faire 5 000 € de CA avant de débourser le moindre centime. Et ensuite, on a un tarif installation à 10 € par mois. Donc en gros, ça, c'est tant que vous êtes à moins de 40 consultations, vous avez ce tarif-là. Donc même si votre cabinet, au début, il galère un peu, c'est pas grave, parce qu'on sait que justement, ça peut être compliqué au début. On a un tarif spécial pour ça. Et en 2023, on a aussi des réductions parce que donc après le tarif normal, c'est 25. Mais vu qu'on commence et que ça fait 1 an qu'on fait la partie logicielle, pour soutenir tout ce qu'on fait sur la carte, tous les outils gratuits, les jeux et cetera, hem et qu'on veut être justement plus connu par les étudiants, on fait aussi une offre de parrainage où vous gagnez 10 par filleul et 10 par parrain et ça reste tous les mois tant que les personnes restent abonnées. Donc en gros, si vous êtes parrainé une fois et que vous parrainez quelqu'un, vous avez moins 20 et vous pouvez le cumuler, sur le temps, sur la durée. Donc là, j'ai fait une petite slide pour résumer un peu tout ça. Vous avez donc 100 dossiers pour, commencer à votre rythme tranquillement. Vu que vous êtes venu au webinaire, normalement, vous avez mis votre mail. Donc si vous inscrivez avec le même mail, vous avez normalement 10 supplémentaires de base sur notre tarif plein. Et si par exemple vous êtes, chez EDF, sachant qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez y être la première année gratuitement, heu, vous avez, moins 20 en plus et 6 mois offerts après les 100 dossiers gratuits. Donc là, normalement, vous avez vraiment du temps avant de commencer
pour utiliser le logiciel. Et voilà, si vous parrainez une personne, et que vous êtes le filleul d'une personne, vous avez -20 en plus et donc ça vous fera 12,50 €, même avec la grosse formule, pour plus tard. Et nos offres, elles ont pas de durée de limite, donc voilà, vous avez vraiment le temps de décider et d'essayer ce qu'on fait, de découvrir vraiment, tout ce qu'on propose. Et voilà, je vous propose si vous connaissez pas encore le site, d'aller voir tout ce qu'on fait. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux parce que donc on publie la plupart de tout ce qu'on fait, sur Instagram, Facebook, Twitter et Mastodon pour les plus geeks. Et sur place dans les écoles. On fait quelques écoles cette année et puis si on n'est pas encore venu, n'hésitez pas à nous demander ou à proposer à vos BDE. On sera ravis d'être là et d'échanger sur, tout ce qu'on fait. Donc ça peut être des questions sur la démographie, sur les jeux cliniques, sur de la pédagogie, sur, voilà. Enfin franchement, on est Sur ouvert la à tout, clinique. Ouais, surtout. voilà. Notre but, c'est de faire en sorte que la clinique soit la plus cool et la plus amusante possible. Et puis si vous avez des questions, bah, on est là pour, les questions et sinon il y a pas, bah, on va fermer la salle. Il y aura un replay, donc tout a été enregistré. Il faut que je fasse un petit montage, voilà, mais je vous l'enverrai, probablement dans le même mail. Donc ne vous soyez pas surpris, vous aurez un mail avec plein de liens, mais au moins comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, on y répondra avec plaisir. Et si on ne sait pas, on vous redirigera vers des ostéopathes expérimentés qui, sauront encore mieux que nous, vous aiguiller. Voilà, j'attends au cas où il y a encore des questions. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pause après le budget, donc C'est s'il y a des vrai, questions si vous s'il y avez a des des questions questions sur sur le le budget, budget, n'hésitez pas, hein, nous on peut rester, hein. et évidemment le replay sera aussi envoyé à la FEDEO, parce qu'on fait ça en partenariat avec la FEDEO, donc normalement ça sera aussi disponible, sur le drive de la FEDEO. Une question sur niveau budget, est-ce que c'est important d'avoir un comptable? Heu, Ça dépend à quel point vous êtes à l'aise avec les notions de comptabilité, je dirais. C'est-à-dire que si vous commencez et que vous savez pas trop justement, vous y retrouver, je pense qu'avoir un comptable, ça peut être intéressant. Après, à voir justement en fonction de votre budget et votre revenu. Moi je sais qu'en termes d'approche, j'ai plutôt une approche un peu précautionneuse, c'est-à-dire qu'au début, je vais pas dépenser beaucoup et puis au fur et à mesure que l'activité se développe, je vais prendre plus de services parce que je vais pouvoir me le permettre. Sur la partie comptabilité, les bases, elles sont pas très compliquées. Donc souvent aujourd'hui, on trouve la plupart de ce qu'il faut sur internet. Surtout pour la micro-entreprise, c'est extrêmement simple. D'ailleurs à ce compte-là, vous pouvez nous demander. Je pense qu'on aura la plupart des réponses. Même pour le régime réel, généralement, ça reste pas très complexe. Heu, Ce qui peut être intéressant en termes de budget d'avoir un comptable, c'est si vous avez des situations un peu plus particulières. C'est-à-dire si vous êtes en couple et que vous avez plusieurs revenus et que vous avez, différentes choses à faire au niveau du budget ou différentes répartitions de sous que vous souhaitez faire, là, ça peut commencer à être intéressant. Mais souvent pour Ouais. les situations vraiment de base, c'est pas forcément nécessaire. Ou achat d'un local, investissement, des choses comme ça, des Voilà. amortissements, vous achetez une voiture, enfin la voiture, ça va être une voiture pro, ou privée. D'ailleurs, c'est la question ça, c'est des questions que vraiment l'expert comptable, il est bien. D'ailleurs, faut savoir que l'expert comptable, si vous êtes, ou le comptable, si vous êtes en régime réel, et que vous avez une AGA, enfin non, même pas. Si, il Si, faut si, il même, faut une AGA. Fourniga, ouais, voilà. Bah, en fait, l'expert comptable, il est déduit des impôts sur, 2/3 du montant, jusqu'à une valeur max de 915 €. Donc, si vous avez, 1 500-1 600 € de comptable, AGA comprise, bah, vous pouvez déduire, 913 €, de cette somme des impôts. Encore faut-il payer des impôts. Voilà, donc, si la Oui, première tout à fait. année, il y a pas d'impôts, ça marche pas. Mais voilà, si vous payez des impôts, il faut savoir que, au bout d'un moment, l'expert comptable, la comptabilité, et c'est pour ça que tout à l'heure, il y a certains logiciels qui font la pub comme quoi, voilà, nous par exemple, on a mis, que le logiciel finalement il coûte, si tu reviens dessus, il coûte 4,2 € parce qu'en fait, on fait de la facturation, du coup, il peut être pris en compte comme un logiciel de comptabilité, et Pas du coup, ici. voilà, 4,2 € par mois avec AGA, bah, c'est justement parce que, il peut être déduit. Mais par contre, il faut être dans une AGA et il faut être au régime réel, sinon, ça marche pas. Et il faut être en dessous du seuil.
de heu 75 000 €. Mais je veux dire, Voilà, de ça sans non, il faut il est aussi important, ça c'est et c'est jusqu'à 915 €. C'est-à-dire qu'au-delà, après, oui, ce crédit-là n'existe plus, donc exactement, suivant ouais. le montant de l'aga, ça peut être pris en compte avec ou pas. Mais voilà. Mais oui, moi, par exemple, j'ai Indy, mais il y a une situation simple, tu vois? Mais Indy coûte quand même de l'argent, tu vois? Indy coûte quand même maintenant 26 € par mois, donc ça, c'est des frais comptables, voilà et et j'ai Indy et ça me suffit parce qu'en fait, bah, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'amortissement, enfin, j'ai une comptabilité assez simple. En fait, Ouais, c'est par pas si exemple, compliqué que ça. l'amortissement peut être intéressant pour le rachat d'une activité Oui, parce qu'il y a une partie qui est déductible. Mais là, c'est intéressant vraiment d'avoir un conseil d'un comptable parce que, par exemple, on peut amortir, alors c'est pas à prendre, au pied de la lettre de ce que je vais dire, mais, on peut normalement, déduire, on peut amortir les frais d'achat d'une activité pendant, par exemple 10 ans. On peut déclarer 10 en charge. Par contre, ça veut dire qu'au moment de la revente, potentiellement, on sera imposé sur de la plus-value, si on l'a revendu plus cher que quand on l'a acheté. Donc, voilà, ça tout ce genre de choses-là, c'est quand même bien d'avoir un comptable, mais après on n'est pas obligé d'en prendre un tout le temps. On peut juste aller voir un comptable de façon épisodique pour poser des questions en disant: «Voilà, j'ai telle situation, c'est quoi la meilleure chose à faire?» et d'ailleurs, il peut vous aider à faire un business plan finalement. Il y a un budget prévisionnel. Ça, je sais pas combien ça va, coûter, mais je veux dire dans Ah, je les, pense que ça va être pas mal, hein, parce que souvent les comptables, ouais, c'est en facturé en termes d'heures, c'est souvent 100 € TTC de l'heure ou des choses comme ça. ouais. Donc, souvent ça vaut quand même plus le coup de faire tout seul et c'est vraiment sur des problématiques bien spécifiques, que ça vaut le coup de les contacter. Alors sur le site, je pense pas, heu, Clément, je pense que ça va être Bah, on pourrait juste le par mettre en mail. lien dans un article, il faudrait qu'on publie un article pour le mettre dessus, mais dans tous les cas, on vous l'enverra sur le mail avec le récapitulatif, comme ça vous aurez un lien. Mais oui, je pense qu'il faudra qu'on trouve un endroit où le mettre, je i on réfléchit encore à une partie un peu ressources sur le site, hem, donc voilà, je pense qu'on le mettra à cet endroit-là. Ah oui d'ailleurs, on n'a pas dit, mais mardi, on est au SIDO à Saint-Étienne. Voilà pour ceux qui le savent pas. Donc si vous êtes dans le coin, Saint-Étienne-Lyon et que vous voulez, venir nous parler, en vrai, bah, on est disponible et on cherche aussi à aller dans les écoles différentes écoles. Donc si vous pensez que votre école aimerait ou en tout cas si, vous aimeriez qu'on soit vraiment dans vos écoles, on a vraiment du mal à les contacter ces écoles parce que, voilà, on a le contact, c'est pas facile, par téléphone ou par mail pour avoir les bonnes personnes, pour pouvoir venir, dans l'école présenter, on va dire, la carte, et cetera ou même parler de certains sujets. C'est assez hermétique. Donc si vous avez des contacts, des aides, pour, même juste le BDE en fait, hein, si le BDE on peut juste venir, si le BDE nous demande. Donc, en vrai, si vous avez ça, ça serait, vraiment très cool. Et je pense que s'il y a pas d'autres questions, on peut arrêter. La salle, tout à fait. Eh bien, bonne soirée à tous Ouais, bonne soirée, merci d'être et venu. à bientôt, sur terre, sur le net ou dans votre école. Ouais. Salut, Salut, salut. salut.